Bonsoir à tous et à toutes, avec un léger différé, un petit retard. Mais voilà, je vois que dans la lucarne, on me dit c'est bon, pas encore. C'est bon, donc on m'entend. Donc voilà, donc je suis ravie, enfin au nom du CNB, d'accueillir cette formation à la fois en présentiel au CNB avec quelques personnes qui sont venues nous faire l'amitié de venir en présentiel. Et puis je sais que vous êtes très très nombreux en distanciel pour ce cycle de formation qu'on a voulu inaugurer en partenariat avec l'Observatoire international des prisons, qui est un cycle de formation qui a pour objectif de former en fait nos confrères et consoeurs à ce droit assez méconnu, même si aujourd'hui quand même un certain nombre de confrères commencent à se former en la matière, qui est le droit pénitentiaire et plus précisément le contentieux pénitentiaire. Et donc, ce cycle de formation qu'on a voulu ouvrir sur d'abord les conditions indignes et la nouvelle voie de recours, mais on retrouvera une deuxième formation spécifique sur le recours de l'article 803-8 du Code de procédure civile. Je voudrais peut-être qu'à vos agendas, vous notiez les prochaines formations, puisque le 23 novembre, on aura à la même heure une formation sur les référés dans le contentieux des conditions de détention. Le 14 décembre, toujours à la même heure, le recours, donc conditions indignes. Là, on fera un état des lieux de ce recours. Et enfin, le mercredi 18 janvier, ce sera le contentieux indemnitaire. Donc, il a vraiment été pensé sous forme de 4 cycles de formation. Le premier aujourd'hui, c'est donc celui qu'on a intitulé Prouver les conditions de détention indignes ou indignité des conditions de détention, prouvez-le. Donc, le sujet aujourd'hui va être celui, en fait, d'abord d'identifier, en fait, les conditions de détention indignes et ensuite de documenter l'indignité des conditions de détention. Et pour cela, on a un trio de choc, puisque, pour commencer, nous aurons donc Nicolas Ferrand, qui est responsable du pôle contentieux de la section française de l'OIP, qui sera accompagné de Maud Osland, qui est directrice des affaires juridiques au contrôle général des lieux de privation et de liberté, et enfin maître Fabien Arakelian, vice-bâtonnier élu du barreau des Hauts-de-Seine. Et donc, je donne tout de suite la parole, parce qu'on a suffisamment attendu, à Nicolas Ferrand. Merci Laurence pour cette introduction et puis pour la démarche du CNB d'organiser ces formations et d'associer l'OIP. Et du coup, je remercie aussi mes deux partenaires qui ont fait le plaisir d'accepter l'invitation et qui partageons avec nous leur réflexion dans la seconde partie de la formation. Alors, très rapidement, quelques éléments d'introduction pour cadrer un peu la discussion. En 2000, la Cour européenne des droits de l'homme affirmait que l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui prohibe les traitements inhumains et dégradants, impose aux États de garantir le respect de la dignité humaine dans les prisons. Obligation et référence à la dignité humaine qu'on retrouvera dans la loi pénitentiaire de 2009 et qu'on retrouve aujourd'hui à l'article 6 du Code pénitentiaire. Donc, depuis à peu près 25 ans, cette obligation de respect de la dignité a été posée formellement par la Cour européenne des droits de l'homme, mais pendant très longtemps, la problématique des recours susceptibles de faire respecter ce droit s'est posée, avec deux décisions, enfin 2 temps, là aussi très rapides. Le premier en 2015, une affaire Yango contre France, où la Cour retient que le droit français n'offre pas aux requérants un recours susceptible d'empêcher la continuation des conditions indignes de détention, en constatant dans cette affaire l'ineffectivité, l'inexistence même de recours devant l'autorité judiciaire. Et puis beaucoup plus récemment, dans l'affaire du 30 janvier 2020, JMB contre France, nouvelle condamnation de la France, alors à la fois sur le terrain de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme pour l'indignité et les conditions de détention dans 6 prisons françaises, mais aussi pour violation de l'article 13, avec à nouveau le constat de l'ineffectivité des voies de recours, mais avec une critique qui est cette fois dirigée vers les voies de recours existant devant le juge administratif et notamment le référé liberté.
Les suites de cet arrêt sont connues. Un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui, le 8 juillet 2022, ouvre de façon prétorienne une voie de recours dans le cas d'une demande de mise en liberté, en cas de conditions indignes de détention, et qui considère que, je cite, en tant que gardien de liberté individuelle, il incombe au juge de veiller à ce que la détention provisoire soit en toutes circonstances mise en œuvre dans des conditions respectant la dignité des personnes. Relais pris ensuite par le Conseil constitutionnel, qui, dans deux décisions QPC du 2 octobre 2020 et du 16 avril 2021, constate l'inconstitutionnalité de la loi du fait de l'absence de ces recours, et puis la loi du 8 avril 2021 qui vient ouvrir cette voie de recours dans le juge judiciaire. Alors, s'il existe bien désormais un recours ouvert devant le juge judiciaire pour contester les conditions de détention, ce recours n'a pas fait disparaître les recours existants dans le juge administratif. Ce que rappelle d'ailleurs l'article 803 du CPP, qui rappelle que sans préjudice de la possibilité de saisir le juge administratif en application notamment des dispositions relatives au référé, toute personne peut saisir le juge judiciaire. Ce qui veut bien dire qu'aujourd'hui, les procédures de référé, les recours en responsabilité, mais aussi les recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif viennent compléter ou ont été complétés par un recours ouvert devant le juge judiciaire. Le cycle de formation que nous avons décidé d'entamer avec le CNB vise précisément à expliquer, à présenter tous ces recours, leurs potentialités, leurs limites et aussi leurs articulations possibles. Et pour la première séance que nous avons choisi d'aborder une question transversale qui est celle qu'a rappelée tout à l'heure Laurence, qui est celle de la question de comment prouver l'indemnité des conditions de détention, avec donc une intervention de moi-même et de mes deux co-intervenants qui tournera autour à la fois de l'identification des conditions indignes de détention et puis ensuite la documentation de l'indemnité des conditions de détention. Alors, j'attaque immédiatement, et je m'excuse, je vais un peu vite, mais comme on a perdu du temps, j'essaie d'aller directement à l'essentiel. Sur la première partie, qui est l'identification des conditions de détention, avec une précaution immédiate, c'est que le référentiel qu'on va aborder ici est un référentiel exclusivement juridique. Il s'agit de présenter les critères mobilisés par les juges pour apprécier la dignité des conditions de détention dans la perspective de l'exercice d'un recours et de la défense de vos clients. Cette présentation, évidemment, ne vise pas à vous délivrer un message qui serait statique, non dynamique, je veux dire par là, qui vous obligerait à rester dans le canevas de ce qu'a décidé le juge, mais il me paraissait absolument important que vous sachiez, puisque vous allez vous adresser au juge, comment ces juges appréhendent cette question de la dignité. Et donc, dans un premier temps, j'aborderai la question la définition des critères d'appréciation et des méthodes d'analyse qui ont été développées par les différents juges. Et dans un deuxième temps, je reviendrai sur ces critères et ces méthodes à partir de quelques exemples renvoyant à des situations concrètes et pratiques. Alors, premièrement, sur le critère d'appréciation et la méthode d'analyse, on va partir de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est la jurisprudence qui, finalement, a établi une grille la plus construite et qui, surtout, a fortement impacté les juridictions internes à la suite de l'arrêt IGMB contre France. Alors, la décision de référence est une décision de Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016. C'est une affaire de grande chambre. Vous aurez tout à l'heure, je vais mettre dans un instant les références sur le PowerPoint. Et dans cet arrêt, la Cour, qui s'était prononcée depuis des années sur la question des conditions de détention, a entendu clarifier un peu sa grille d'analyse des conditions de détention. Et donc, c'est dans cet arrêt qu'on retrouve de façon très claire la manière dont la Cour fonctionne. Alors, elle commence par dire que l'appréciation des mauvais traitements en détention est relative par essence et qu'elle dépend de l'ensemble des données de l'affaire. Donc, c'est sa démarche systématiquement casuistique et notamment de la durée du traitement et des effets physiques et mentaux, mais aussi parfois du sexe, de l'âge, de l'état de santé de la victime, grosso modo, tenir compte de l'ensemble des données de l'espèce. Et pour autant, la Cour a aussi voulu objectiver son contrôle en se dotant d'une grille d'analyse systématiquement mobilisée qui lui permet de se prononcer sur la compatibilité des conditions de détention avec l'article 3. Et cette grille accorde une place centrale au critère de l'espace personnel des personnes en cellule, en distinguant trois situations. L'espace personnel est inférieur à 3 mètres carrés. Cet espace est compris entre 3 et 4 mètres carrés. Et, troisième situation, cet espace est supérieur à 4 mètres carrés. Alors là, vous avez les références, la date. Alors, concernant la première hypothèse, qui est celle en dessous de 3 mètres carrés. Je vous propose qu'on le lise rapidement ensemble parce que c'est extrêmement clair et ensuite je vous apporterai quelques éléments de commentaires et de commentaires.
La Cour nous dit la chose suivante. Lorsque la surface au sol dont dispose un détenu en cellule collective est inférieure à 3 mètres carrés, le manque d'espace personnel est considéré comme à ce point grave qu'il donne lieu à une forte présomption de violation de l'article 3. La charge de la preuve pèse alors sur le gouvernement défendeur, qui peut toutefois réfuter la présomption en démontrant la présence d'éléments propres à compenser cette circonstance de manière adéquate. La forte présomption ne peut être normalement réfutée que si tous les facteurs suivants sont réunis. Premièrement, il faut que la réduction de l'espace personnel par rapport au minimum requis de 3 mètres carrés, donc ces réductions doivent être courtes, occasionnelles et mineures. D'autre part, elles doivent s'accompagner d'une liberté de circulation suffisante hors de la cellule et d'activité hors de la cellule. Et enfin, le requérant est incarcéré dans un établissement offrant de manière générale des conditions de détention décentes et il n'est pas soumis à d'autres éléments considérés des circonstances aggravantes de mauvaises conditions de détention. Alors, rapidement, sur cette présomption. D'abord, vous voyez que c'est une présomption que la Cour qualifie de forte et qui, en réalité, a vocation en pratique à ne être quasiment jamais renversée, puisque pour qu'elle soit renversée, il faut que les 3 points, 1, 2, 3, qu'on voit dans le considérant, soient cumulativement réunis. Or, il est extrêmement rare, en tout cas d'expérience, que des conditions de détention n'offrant à des personnes détenues qu'un espace personnel inférieur à 3 mètres carrés ne soient pas assorties soit d'un maintien en confinement en cellule long, soit une période d'enfermement qui soit relativement longue, soit d'autres mauvaises conditions de détention. Sur le caractère court, occasionnel et bref de cette exposition des conditions de détention en dessous de 3 mètres carrés, dans l'affaire Mursic, où il y a eu condamnation donc, de la Croatie, pour vous donner une ordre d'idée, la personne avait été placée 27 jours en cellule dans laquelle elle ne disposait que d'un espace de 2,62 mètres carrés. Donc 27 jours, un mois, à compter d'un mois en dessous de 3 mètres carrés, on peut considérer qu'il y a déjà le critère du caractère court de l'exposition à ce manque d'espace qui n'est pas rempli et donc qui devrait empêcher le renversement de la présomption. Concernant la question de la liberté de circulation suffisante hors de la cellule, le CPT renvoie ici, la Cour renvoie ici aux normes du CPT. Je vais vous les afficher rapidement. Non, attendez. Ah, pardon, excusez-moi. Oui, c'est ça. Et qui, donc là, c'est une reprise par la Cour des normes du CPT que je vous laisse découvrir, et qui insiste sur la possibilité pour les détenus de se dépenser physiquement en plein air, d'une part, et d'autre part, qui exige que les détenus puissent avoir accès à des activités motivantes. Et vous voyez que l'objectif fixé par le CPT est relativement important, puisqu'on parle de 8 heures par jour d'activité motivante. Troisième élément, c'est celui donc des conditions décentes de détention, et on va avoir des éléments d'information sur ce que la Cour entend par ces conditions décentes de détention dans la deuxième hypothèse, qui est l'hypothèse que j'évoquais tout à l'heure. Donc on passe là, on est au-dessus de 3 mètres carrés, dans une zone où le détenu ne dispose d'un espace personnel en cellule situé entre 3 et 4 mètres carrés. Donc dans ce cas, voilà ce que nous dit la Cour. Là aussi, je vous laisse, je le lis avec vous. Lorsqu'un détenu dispose dans la cellule d'un espace personnel compris entre 3 et 4 mètres carrés, le facteur spatial demeure un élément de poids dans l'appréciation de la Cour, mais elle ne conclura la violation de l'article 3 que si ce manque d'espace s'accompagne d'autres mauvaises conditions de détention. Et on a une série d'indices, de critères qui sont mentionnés, ou d'exemples, le défaut d'accès à la cour de promenade ou à l'air libre, lumière naturelle dans la cellule, mauvaise aération, température insuffisante ou trop élevée, absence d'intimité dans les toilettes, mauvaises conditions sanitaires, etc. Et enfin, alors peut-être qu'on peut associer les deux hypothèses. Troisième hypothèse, lorsque la personne détenue fait l'objet est dans une cellule où elle dispose d'un espace personnel de plus de 4 mètres carrés, cet espace, pour la Cour, ne pose plus en tant que tel de problème, mais pour autant, le cumul des autres éléments énoncés ci-dessus, à savoir qui caractérisent les mauvaises conditions de détention, peuvent conduire à la condamnation de l'État sur le terrain de l'article 3. Alors, très rapidement, si on tire 2-3 enseignements de cette grille, voilà ce qu'on peut dire. La première, c'est que donc, on l'a vu dès le départ, il y a le critère de l'espace personnel qui occupe une place centrale dans la méthode de la Cour, et qui peut parfois donner l'impression d'ailleurs que c'est le critère principal. Alors dans l'affaire JMB contre France, si vous avez lu l'arrêt, dans la mesure où la quasi-totalité des requérants étaient effectivement enfermés dans moins de 3 mètres carrés,
la Cour n'a pas estimé nécessaire de devoir motiver sur les autres aspects des conditions de détention. Et donc, à la lecture de la RGMB contre France, on a un peu effectivement l'impression que la seule question importante est celle du métrage, enfin du nombre de mètres carrés, notamment de la question de savoir si on est au-dessus de 3 mètres carrés. Mais la Cour insiste bien dans l'arrêt que je vous ai lu tout à l'heure, merci, je crois, en Croatie. Alors attendez, ça va parfois trop vite pour moi. La Cour nous dit la chose suivante, l'appréciation de la compatibilité de l'article 8 des conditions de détention ne peut se réduire au seul calcul du nombre de mètres carrés, approche qui par ailleurs ne tiendrait pas compte du fait qu'en pratique, seul un examen de l'ensemble des conditions de détention permet d'appréhender précisément la réalité quotidienne des détenus. Et ça, c'est le deuxième commentaire qu'on peut faire de la Cour, c'est qu'effectivement, de l'arrêt Mursic et de la méthode qui a été dégagée, c'est qu'effectivement, si on a une question centrale qui est celle de l'espace personnel, la Cour promeut une approche globale des conditions de détention qui invite à prendre en compte, au-delà de la question de l'espace personnel, toute une série de considérations que j'ai évoquées tout à l'heure et sur lesquelles on reviendra plus tard en pratique. Dernière chose, la Cour insiste dans la définition des conditions indignes de détention sur l'influence que peut avoir la doctrine du CPT, alors du Comité de prévention de la torture, qui dispose d'un certain nombre de normes, alors qu'il a défini, qui sont accessibles sur le site du CPT. Alors, attendez, là aussi, voilà, je vous mets les trois normes principales que vous retrouverez facilement sur Internet, et qui sont des normes dans lesquelles le CPT définit un certain nombre de conditions auxquelles qu'il estime devoir être remplies pour que les conditions de détention répondent aux exigences de la dignité humaine. Et la Cour s'inspire très fortement du référentiel du comité de prévention de la torture. Donc voilà, chose importante, le nombre de mètres carrés en cellule qui est un axe important, et ensuite l'approche globale des conditions de détention qui impose au juge de retenir au-delà de cet espace toute une série de considérations relatives aux conditions matérielles de détention, matérielles et sanitaires. Alors, la réception en droit interne de cette grille de la Cour européenne des droits de l'homme, du côté de la Cour de cassation, elle a été, c'est une réception, je dirais, sans faute. La Cour de cassation, dans une décision du 15 décembre 2020, alors je vous ai mis que le début, mais vous retrouverez la décision en entier. Donc elle cite l'article 3, elle cite expressément l'arrêt Mursic contre Croatie et l'arrêt JMB contre France. Et ensuite, elle déroule totalement tout le raisonnement qui a été adopté par la Cour. Et donc théoriquement, on retrouve exactement la même démarche, en tout cas qui a été posée par la Cour de cassation, pour l'appréciation par le juge judiciaire dans le cadre de l'article 803-8 des conditions de détention. Et elle insiste aussi à la fin de sa décision sur le fait que l'approche des conditions de détention doit être une approche globale, hein, un ensemble de facteurs devant être globalement examinés. Du côté du juge administratif, c'est un peu plus, on va dire, un peu moins. Il n'y a pas une transposition exacte, même s'il y a une forte influence de la jurisprudence européenne. Je vais vous mettre le dernier considérant, une décision du 8 avril 2019, alors qui a été rendue dans le contentieux de la responsabilité, mais responsabilité en réparation du préjudice subi du fait de l'indemnité des conditions de détention, où le Conseil d'État synthétise un petit peu l'évolution de sa jurisprudence au cours des dernières années et établit, on va dire, la grille de critères qu'il applique désormais. Là aussi, on peut la lire ensemble. En raison de la situation de dépendance des détenus vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, et donc de leur vulnérabilité, on doit tenir compte d'une part de l'âge, de l'état de santé, de la personnalité des personnes détenues, ainsi que de leur handicap éventuellement, de la nature et de la durée des manquements constatés, eu égard aux contraintes de la détention. Et les conditions de détention s'apprécient au regard, là aussi, de nouveau, de l'espace personnel individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité, de la suroccupation des cellules, du respect de l'intimité à laquelle prétend tout détenu dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l'accès à la lumière, à l'hygiène, à la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Et dans ces décisions, le Conseil d'État renvoie à des dispositions des articles anciens articles D349 et suivants du Code de procédure pénale, qui sont aujourd'hui aux articles R321-1 et suivants du Code pénitentiaire, dans lesquels, alors je vais vous les mettre aussi à l'écran, dans lesquels donc le Code pénitentiaire apporte un certain nombre de précisions sur les conditions dans lesquelles les personnes doivent être détenues sur le plan matériel. Et dans les affaires du Conseil d'État, il est
préciser que l'appréciation de la dignité des conditions de détention s'opère aussi à la lumière des conditions qui sont posées par ces textes. Alors là encore, très rapidement, un bref commentaire. Le Conseil d'État n'a pas formellement adopté les seuils relatifs à l'espace personnel qui ont été définis par la Cour européenne des droits de l'homme. On ne trouve pas dans la jurisprudence du Conseil d'État moins de 3 mètres carrés, entre 3 et 4 mètres carrés et au-delà de 4 mètres carrés. Peut-être que ça viendra, mais à ce jour, alors il y a quelques exemples de référence de ces seuils dans des décisions de cours administratifs d'appel ces dernières années, mais pour le moment, formellement, le Conseil d'État n'a pas adopté cette grille. Pour autant, l'influence de la jurisprudence européenne est évidemment notable cette jurisprudence s'aligne sur celle de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de cassation autour de deux idées. À nouveau, la centralité de la question de l'espace personnel en cellule, qui demeure pour le Conseil d'État une préoccupation extrêmement importante, et l'approche globale des conditions de détention, avec, on va le voir quand je vais venir un peu aux illustrations pratiques, une approche qui est potentiellement, on va dire, plus étendue que ce qu'elle pourrait laisser paraître au premier abord du Conseil d'État sur ce que signifie appréhender de façon globale les conditions de détention. Alors, j'en viens maintenant à la mise en œuvre pratique des différents critères qui ont été évoqués. Alors, la vulnérabilité, je le répétais tout à l'heure, enfin, je l'ai expliqué tout à l'heure, la vulnérabilité des personnes détenues, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la jurisprudence européenne. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la jurisprudence du Conseil d'État, sans trop savoir en réalité quelle est la portée de cette prise en compte, dans la mesure où pour le juge européen comme pour le Conseil d'État, les personnes détenues sont par essence vulnérables puisqu'elles sont soumises à une situation d'entière dépendance vis-à-vis de l'administration. On retrouve ça, cette expression dans la jurisprudence très fréquemment du Conseil d'État, mais aussi de la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc cette question de la vulnérabilité, de la prise en compte de la vulnérabilité des détenus, elle est plutôt prise dans les jurisprudences administratives et européennes comme l'obligation d'apporter une attention particulière à des facteurs qui viendraient aggraver cette vulnérabilité de principe, des facteurs tels que l'âge, l'état de santé, la personnalité ou le handicap, et on retrouve donc évidemment, lorsqu'il s'agit pour le juge d'appréhender les conditions de détention de personnes ayant des ennuis de santé ou un handicap, une attention particulière à la manière dont ce handicap est compatible avec les conditions de détention, par exemple. Mais il nous semble, et jusqu'à présent on n'a pas réussi à faire juger ça, mais il nous semble que ces facteurs de survulnérabilité pourraient aussi s'appliquer non pas à la situation individuelle de quelqu'un en fonction de son âge ou de son état de santé par exemple, mais aussi à des moments de la détention dans lesquels tout détenu, quelle que soit par ailleurs sa situation, se trouve fragilisé ou particulièrement fragilisé. Et je pense par exemple aux situations de mauvaises conditions de détention dans les quartiers arrivants, qui sont des quartiers qui ont été conçus précisément pour aider les détenus à surmonter, on nous explique le choc carcéral. Et on a régulièrement des conditions de détention décrites dans les quartiers d'arrivants qui sont absolument incroyables. Et donc, il me semble que là aussi, il y aurait probablement quelque chose à tenter devant le juge sur la nécessaire prise en compte de la vulnérabilité des personnes du fait de leur qualité d'entrant en détention. Et évidemment, également, lorsque les conditions de détention sont critiquées par des personnes qui sont soumises à des régimes de détention spécifiques, alors quartier d'isolement, quartier disciplinaire, etc., où évidemment, là aussi, ce sont des quartiers dont on sait qu'ils sont particulièrement vulnérabilisants pour les personnes, particulièrement fragilisants. Il y a un taux de suicide beaucoup plus important, etc., etc. Et donc, il me semble aussi que cette question de la vulnérabilité des détenus liée au régime de détention qu'on leur applique devrait être quelque chose de pris en compte. Il ne l'est pas pour l'instant. Alors, deuxième critère, c'est celui de l'espace personnel en cellule sur lequel je voulais revenir, notamment sur la question du calcul. L'exclusion, dans la jurisprudence européenne comme dans la jurisprudence de la Cour de cassation, enfin en tout cas dans les principes qu'elle a repris, puisqu'elle reprend telle quelle la méthode de la Cour, le principe est le suivant, on retire de l'espace de la cellule la place occupée par les installations sanitaires. C'est à peu près entre 1 et 2 mètres carrés en fonction des installations dans la cellule. Si vous avez une cellule de 9 mètres carrés, il faut retirer 1 ou 2 mètres pour avoir l'espace à partir duquel vous allez calculer l'espace disponible par détenu. En revanche, la Cour nous dit que, elle explique que la surface occupée par les meubles ne doit pas être déduite de l'espace de calcul.
Cela dit, cette affirmation peut évidemment conduire à des situations un peu étonnantes et surtout qui vont à l'encontre de l'objectif de la Cour lorsqu'elle a adopté ce critère d'espace personnel en cellule. La Cour nous a dit dans l'arrêt Mursic très clairement, l'important est de déterminer si les détenus ont la possibilité de se mouvoir normalement en cellule et évidemment la question de la place du mobilier, la place prise par le mobilier est directement impactante pour la question de savoir si on peut circuler ou pas. Et donc, il me semble que, alors ça c'est un premier élément, et par ailleurs, on retrouve quand même dans certaines jurisprudences une prise en compte de cette question du mobilier. Alors, je vous donne deux exemples très rapides. Là, c'était une décision du Conseil d'État relatif à la maison d'arrêt de Nîmes, dans laquelle le Conseil d'État relève que le rapport du CGLPL explique que si l'on retranche la surface au sol des différents meubles et espaces dédiés aux coins sanitaires et à la laiterie, seul subsiste un espace disponible de 4 mètres carrés pour 3 détenus, soit 1,33 mètres carrés par personne. Et le Conseil d'État constate qu'il y a notamment un matelas posé même au sol et que donc, en fait, à la fois le mobilier et puis l'obligation de rajouter un matelas au sol, évidemment, a pour conséquence de réduire encore plus l'espace disponible en cellule. Et donc, on voit bien là que, alors je vous disais tout à l'heure que le Conseil d'État n'a pas adopté formellement cette grille des seuils, donc ils sont un peu libres par rapport à 3 mètres carrés, 4 mètres carrés, mais on voit bien qu'il y a quand même la nécessité de prendre en compte cette circulation des cellules, cette possibilité de circuler dans les cellules, au-delà de la question de savoir si on est dans les 3 ou 4 mètres carrés. Je vous ai mis aussi une décision d'une ordonnance du JLD, du tribunal judiciaire de Toulouse, qui est intéressante, dans laquelle, alors là, vous allez voir, là, il y a l'application vraiment de la question de 3 mètres carrés, donc vous avez carrément l'addition et la soustraction qui est faite dans l'ordonnance. Voilà, on nous explique que donc, voilà, une superficie de 10,7 mètres carrés par personne, voilà, un espace sanitaire de 1,7 mètres carrés, en l'espèce, la personne détenue dispose d'environ 3 mètres carrés, d'espace de vie individuel hors sanitaire. Donc là, il nous faut la calcul. Bon. Mais seulement de 2,34 en prenant en compte le matelas au sol, donc approximativement, donc vous voyez tous les calculs qui sont faits. Cette prise en compte de la superficie du matelas supplémentaire au sol se justifie par le caractère anormal de sa présence lors de la conception architecturale des cellules. Et on retrouve ça aussi dans certaines décisions de la Cour européenne des droits de l'homme où effectivement, elle peut tenir compte de ce que quand on met 3 personnes dans une cellule où il y en a 2, il n'y a plus de 3 chaises, enfin il n'y a plus de 2 chaises mais 3. Bon. Ou alors s'il n'y a pas 3 chaises, il y a un qui reste debout toute la journée, etc., etc. Et que donc évidemment la suroccupation de la cellule va venir considérablement gêner la circulation. Et donc, vous voyez à quel point il y a, à mon avis, alors, ce que fait le CGLPL, je trouve ça une démarche tout à fait intéressante. Enfin, en tout cas, dans ses dernières visites, il calcule à partir des 3 mètres carrés en retirant la surface disponible, et ensuite, il fait aussi le calcul en déduisant les meubles. Et il me semble que dans les requêtes et les recours que vous ferez, c'est la démarche qu'il faut faire, c'est-à-dire à la fois raisonner sur ces 3 mètres carrés, et puis charger la barque, si j'ose dire, en expliquant concrètement, au-delà de ces 3 mètres carrés, ce que ça signifie compte tenu de l'équipement de la cellule, etc. Et qu'est-ce qu'il y a comme place véritablement disponible en cellule pour circuler. Alors là aussi, vous pourrez d'ailleurs vous reporter aux normes du CPT. Je vous renvoie au rapport sur l'espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires, où là aussi le CPT a une norme plus élevée que celle qu'a adoptée la Cour européenne des droits de l'homme, et c'est aussi une ressource sur laquelle vous pouvez argumenter. Voilà. Donc l'idée, c'est d'expliquer au juge que certes, il y a un calcul, et que ce calcul, en fait, il amène à un raisonnement autour de l'espace disponible, mais que cet espace disponible, il faut l'appréhender aussi à la lumière de la possibilité concrète, pratique pour la personne détenue de circuler. Et là, dans cette appréhension concrète de ce qu'implique l'espace personnel, il est tout à fait justifié de retirer les éléments de mobilier, etc. Et donc, il me semble que c'est vraiment un réflexe qu'il faut que vous ayez de pouvoir faire ce calcul-là. Troisième critère sur lequel on a évoqué, c'est celui de la liberté de circulation suffisante hors de la cellule et des activités hors de cellule adéquates. Alors, d'abord, je voudrais rappeler qu'il y a un texte du Code de procédure pénale, l'article R213-5, qui précise que la durée pendant laquelle la personne détenue est enfermée en cellule la nuit ne peut excéder 12 heures. Or, on se trouve en situation très souvent de personnes détenues, surtout en maison d'arrêt, qui se trouvent enfermées sans aucune possibilité de sortie du fait du manque d'activité
pendant des durées pouvant largement excéder 12 heures. Et donc, il me semble qu'il faut absolument vous référer systématiquement à cette disposition de l'article R213-5 du Code pénitentiaire. Par ailleurs, je l'expliquais tout à l'heure, il y a deux choses à distinguer dans cet intérêt pour la Cour des possibilités de sortie de cellule. C'est à la fois des sorties qui ont vocation un peu à permettre à la personne de s'aérer, de faire éventuellement un peu de sport, etc. Ça, c'est une chose. Et d'autre part, il y a l'accès à des activités. Et c'est sur ces deux aspects que je pense qu'il faut que vous puissiez amener des éléments au juge, en sachant que la tendance un peu habituelle qui va être celle de la défense, notamment de l'administration, c'est de dire, bah, écoutez, il peut sortir en cours de promenade de temps en temps, il a deux activités, une séance de sport le mardi, et puis il a accès au ministre du culte le jeudi, et donc tout ça, ça suffit, etc. Bon. Et donc, il me semble qu'il y a ces deux dimensions, à la fois de sortie, on va dire, pour se détendre et pour pouvoir se mouvoir, et puis celle de la question de l'accès aux activités. Alors, sur la question de l'accès à la cour de promenade, le CPT nous dit au moins 1 heure d'activité de circulation hors de la cellule en cours de promenade à l'air libre par jour. La Cour a repris ce critère, mais elle pose un certain nombre de conditions, enfin la jurisprudence d'ailleurs, pas que la Cour, sur la qualité de cet espace à l'air libre. Et il y a toute une série de jurisprudences qui ont constaté l'indignité des conditions d'accueil des cours de promenade. Et donc, c'est quelque chose sur laquelle il faut porter votre attention et sur laquelle vous pouvez motiver des requêtes. Donc, on vous a mis toute une série de références jurisprudentielles ici. Vous pouvez faire des captures d'écran aussi si vous souhaitez conserver les références ou alors revenir vers l'OIP si vous souhaitez en avoir. Bon. Mais sur la question, alors, la première référence concerne les cours de promenade de Fresnes, où là, on a un peu la totale exiguïté des cours de promenade, insalubrité, pas de toilette, pas de point d'eau, pas d'abri, pas de mobilier, pas d'équipement sportif. Bon. Mais vous avez aussi d'autres décisions dans lesquelles on n'avait pas tout ce carton plein, si j'ose dire, mais des décisions qui ont uniquement sanctionné la saleté des cours de promenade, parfois l'absence d'abri, notamment à Nouméa, qui pose des problèmes, que ce soit pour se protéger du soleil ou des intempéries. L'absence de toilettes au quartier mineur, ça c'était aussi à Nouméa. Et puis une attention qui a pu être apportée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse à la cours de promenade des nurseries du SNPR, donc le service médico-psychologique régional, en lien avec la situation particulière des personnes qui ont vocation à fréquenter ces cours de promenade et donc à juger des cours de promenade qui étaient à la fois très petites, sans aucun équipement et très anxiogènes, parce que tout barodé et tout grillagé, a estimé qu'il y avait incompatibilité avec la configuration même des cours de promenade avec le profil des personnes qui étaient accueillies dans ces cours de promenade. Donc ça, c'est pour l'aspect, on va dire, accès à l'air libre. Et ensuite, l'accès aux activités. Il y a de la jurisprudence et notamment un arrêt contre le Portugal, dans laquelle la Cour a sanctionné conclu à l'indignité des conditions de détention en se fondant notamment. Alors, je vous propose de lire rapidement ce que nous dit la Cour. Le gouvernement a allégué que les détenus de la prison de Lisbonne étaient libres de circuler librement et de se détendre dans une cour extérieure de 9h à 11h45, entre 14h30 et 17h30, soit pendant 6h et 15 minutes. Donc, on est sur quelque chose d'assez important au niveau du nom. Certes, ce temps n'est pas négligeable, nous dit la Cour. Cependant, il ressort du rapport du CPT qu'à la suite de sa dernière visite, que la prison en question ne proposait aucun travail ni aucune activité éducative, sportive ou culturelle et que les détenus passaient donc leur temps à regarder la télé, à jouer à des jeux ou à marcher dans la cour. Cette circonstance est inacceptable et en l'espèce, surtout au regard des conditions de détention par ailleurs vécues et de la durée. Et donc, on a là une prise en compte de l'absence d'accès à des activités motivantes pour conclure la violation de l'article 3. Il me semble que c'est aussi cette jurisprudence et cette question une ressource pour vous, eu égard au manque d'activité flagrant dans les établissements pénitentiaires. Ensuite, je voulais vous dire 2 mots sur le périmètre des données à prendre en compte dans le cadre de l'approche globale des conditions de détention. Alors, je rappelle que cette approche globale, elle est mobilisée dans 2 hypothèses par la Cour européenne des droits de l'homme. Si la personne détenue a un espace personnel inférieur à 3 mètres carrés, je vous rappelle que ça fait naître une présomption de forte
une forte présomption de violation de l'article 3, et que cette présomption ne peut être renversée que si l'ensemble du reste des conditions de détention sont adéquates. Et donc là, vous avez une espèce de prise en compte globale, mais par défaut, si j'ose dire, c'est qu'en fait, on vous dit il faut que tout soit parfait pour que la réduction de l'espace personnel soit acceptable, si tant est qu'elle soit courte et occasionnelle. Mais ensuite, lorsqu'on dépasse ce clivage, ce critère du 3 mètres carrés, qu'on est entre 3, 4 mètres carrés ou au-delà de 4 mètres carrés, la Cour nous dit il faut tenir compte du reste des conditions de détention pour statuer sur la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et elle énonce les critères qu'on a vus tout à l'heure, qui sont essentiellement des critères relatifs conditions matérielles d'accueil dans la cellule et conditions plus générales matérielles d'accueil dans l'établissement sur le plan sanitaire notamment. Alors, je vous ai mis des éléments de jurisprudence qui permettent de un peu plus concrétiser ce que ça peut vouloir dire, cette approche globale. Alors, configuration des cellules. Alors, par exemple, il y a des décisions qui constatent que les repas sont pris juste à côté des toilettes en raison de l'exiguïté de la cellule. Donc, ça, c'est par exemple un élément de configuration qui peut être tenu pour conclure la violation de l'article 3 de la CEDH. Vous avez ensuite toutes les problématiques liées à l'aération, ventilation et luminosité dans les cellules, avec une attention qui est prise, qu'on retrouve assez fréquemment dans la jurisprudence. La question de la température en cellule, chauffage insuffisant, fenêtre cassée ou défectueuse, ventilateur cassé, anémia, empêcher aux personnes de rafraîchir un petit peu la cellule. La température de l'eau, la présence des nuisibles, l'hygiène. Alors, on vous a donné des exemples plus concrets de situations dans lesquelles la violation de l'article 3 avait été retenue. L'insuffisante distribution de kits d'hygiène aux détenus, par exemple, l'absence d'équipement pour laver son linge en Nouvelle-Calédonie, et notamment l'absence d'accès à des machines à laver du sèche-linge, ce qui obligeait les détenus à laver leur linge à même le sol dans les cellules et à le faire sécher. Enfin, on voit ça fréquemment sur des fils qui traversent la cellule. Insuffisant accès aux douches. Vous avez ensuite, donc ça c'est sur l'hygiène, l'accès, la saleté des locaux, alors le nettoyage insuffisant, la mauvaise gestion des déchets, et notamment c'était la question de poubelles trop petites, de l'absence de distribution de cette poubelle aux détenus, etc., qui a pu être jugé, enfin, qui a pu être retenu au titre des éléments caractérisant une atteinte à la dignité. La salubrité des locaux. Et puis on continue, enfin je vous laisse regarder rapidement, mais l'alimentation, le mobilier inadapté ou défectueux, des installations électriques dangereuses, un tabagisme passif ou un risque d'incendie. Alors, vous avez là, je dirais, des illustrations des principes qui ont été posés par la Cour lorsqu'elle renvoie aux conditions matérielles et sanitaires de détention. Ce sur quoi je voulais insister, c'était alors sur un des aspects, enfin une des questions qu'on retrouve classique et qu'on retrouve de façon centrale dans cette grille, alors dans ce périmètre là que j'appelle classique en fait de conditions de détention, parce que revenant assez régulièrement dans la jurisprudence, est celle des installations sanitaires et notamment de la question du cloisonnement des cellules, des cellules, des toilettes en cellules. La position de la jurisprudence interne, Conseil d'État et de l'administration, c'est de dire qu'il faut préserver l'intimité des détenus qui utilisent ces toilettes dans des cellules collectives, tout en garantissant pour des motifs de sécurité, enfin tout en permettant pour des motifs de sécurité que ces toilettes ne soient pas entièrement cloisonnées. Cette question du cloisonnement donc, est vraiment quelque chose sur lequel on se heurte régulièrement, et qui pourtant, dans la jurisprudence européenne, a été tranché de façon extrêmement claire. Et je vous ai mis la décision de JMB contre France, qui dit la chose suivante. Concernant les installations sanitaires et l'hygiène, la Cour rappelle que l'accès libre à des toilettes convenables et le maintien de bonnes conditions d'hygiène sont des éléments essentiels, très bien, et qu'il faut que ces équipements doivent assurer la protection de leur intimité. À cet égard, la Cour rappelle qu'elle a déjà jugé qu'une annexe sanitaire qui n'est que partiellement isolée par une cloison n'est pas acceptable dans une cellule occupée par plus d'un détenu. Et un peu plus loin dans l'arrêt JMB contre France, dans la recommandation, la Cour dit la chose suivante. La Cour observe enfin que pour l'ensemble des prisons concernées, le gouvernement donne une explication sécuritaire à l'absence de cloisonnement complet des sanitaires, en particulier des toilettes. Cette justification n'est pas compatible avec les exigences de la protection de l'intimité des détenus lorsqu'ils partagent des détenus, des cellules suroccupées. Le cloisonnement partiel des WC constitue donc
en tout état de cause, un facteur aggravant du manque d'espace dont les requérants ont pu souffrir. Et ce qui est intéressant, c'est que je vous disais qu'autant il y a un peu une résistance de la jurisprudence administrative sur cette question, autant la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans la décision du 15 décembre 2020 que j'évoquais tout à l'heure, et dans laquelle elle a repris les critères de la Cour, a extrait cette partie de la régie MB pour le formaliser très clairement, en précisant que, elle reprend ce que je viens de vous dire, elle dit, concernant les installations sanitaires et l'hygiène, les détenus doivent jouir d'un accès facile à ce type d'installation qui doit leur assurer la protection de l'intégrité et ne doit pas être seulement partiellement cloisonné. Donc vous avez là aussi, il me semble, une argumentation à développer. Dans la plupart des établissements pénitentiaires, les toilettes ne sont pas entièrement cloisonnées. Alors, ça, c'était sur l'approche que je qualifierais classique autour des questions sanitaires, d'hygiène, de matériel, des conditions de détention, qu'implique donc cette approche globale. Le deuxième point que je voulais, chose que je voulais aborder avec vous, c'est qu'on retrouve par contre dans la jurisprudence administrative, et notamment dans celle relative au référé, ce que j'ai appelé une approche globale élargie. On élargit pas parce que le juge tire ça, mais parce qu'elle prend en compte des éléments qui sont moins pris en compte habituellement. Alors, il y a un peu une spécificité dans ces jurisprudences, c'est que ce sont des jurisprudences qui ont été, des décisions qui ont été rendues à la suite de référés engagés par l'OIP contre l'intégralité des conditions de détention à l'échelle de l'établissement. Et si vous voulez, le juge donc se retrouve confronté à une situation qui est globalement souvent absolument intenable, qui fait souvent suite aux recommandations de CGPL, on en dira deux mots tout à l'heure probablement. Et on a du coup, on va dire, la tentation du Conseil d'État d'essayer de répondre à tous ces dysfonctionnements en considérant que d'une certaine manière, leur cumul, et on est tout à fait là dans la logique de l'approche globale, doit être pris en compte pour constater l'indignité des conditions de détention. Et pour que ce soit un peu plus concret pour vous, quelles sont ces considérations un peu plus larges que celles des considérations plus classiques qu'on vient de voir, qui ont été alors, soit retenues dans la jurisprudence mais, de la Cour européenne de Volldam, mais aussi dans des décisions rendues en référé sur des affaires européennes. Par exemple, les barrières au maintien des liens familiaux. La surpopulation conduit à ce que alors je prends par exemple la maison d'arrêt de Nîmes, qui est un des établissements condamnés par la CEDH, il n'y a pas de box pour les parloirs. Il y a une grande salle dans laquelle tous les gens se réunissent. Et donc évidemment, si vous avez plus de 200% de taux d'occupation, cette salle qui devrait accueillir une dizaine de personnes en accueille 20 ou 30. Et donc là, les juges constatent et considèrent qu'il y a une entrave au maintien des liens qui rentre dans l'appréciation globale de la dignité des conditions de détention. Deuxième exemple, c'est le contexte de violence. On a eu ça à Fresnes, où le CGPL avait constaté qu'il y avait des violences en détention. Et le juge a considéré que ce contexte de violence était aussi un élément à prendre en compte dans l'appréciation de la dignité des conditions de détention. Alors, évidemment, si votre client subit des violences, c'est un élément que vous pouvez faire avancer. Mais s'il n'en subit pas personnellement et que pour autant, il y a un climat de violence qui est documenté dans l'établissement, c'est quelque chose, à mon avis, que vous pouvez faire valoir aussi, parce qu'on sait très bien que le climat de violence, ça a des incidences sur la manière dont la détention se déroule, les relations avec les surveillants, la possibilité ou pas d'accéder à des cours de promenade, etc., etc. Enfin, tout ça, on a des affaires dans lesquelles les détenus nous expliquent qu'ils n'ont pas en cours de promenade du fait de ce climat de violence et parce qu'ils ont peur d'être agressés, etc. Donc tout ça rejaillit sur l'indignité des conditions de détention. Et vous voyez que là, on est loin de la question des toilettes ou de savoir s'il y a de la moisissure au mur. Un accès insuffisant au travail, une offre insuffisante de travail aussi a été jugée comme participant de l'approche globale des conditions de détention sur le terrain de la dignité. Des pratiques de fouille à nu systématique, là aussi dans des établissements documentés, ou la gestion défaillante des sollicitations, et notamment des sollicitations médicales. À Saïs, le juge des référés a considéré que le dispositif défaillant de suivi des requêtes des détenus, lorsqu'ils demandent notamment des rendez-vous à l'unité sanitaire, etc., participait de l'indignité des conditions de détention. Donc vous voyez qu'il y a là une dimension potentiellement extrêmement large des conditions de détention qui sont susceptibles d'être mobilisées. Et c'est sur deux ou trois commentaires par rapport à cette dernière remarque que je voudrais
conclure ce premier temps avec la possibilité ensuite qu'on ait un échange et que je réponde à des questions. Voilà. Donc, approche approche large. Alors, si je reviens sur la grille, en guise de conclusion. Premièrement, il me semble que si vous devez retenir un certain nombre de choses, la première, c'est cette présomption de violation de l'article 3 en dessous de 3 mètres carrés. Cette présomption, je le disais en début d'intervention, elle peut être renversée, mais dans des conditions tellement strictes, si on respecte véritablement ce que pose la Cour et ce que reprend la Cour de cassation, qu'en réalité, en pratique, ça n'est jamais possible, ou quasiment jamais possible, de la renverser. Ce qui veut dire que vous devez, vous, être extrêmement ferme lorsque vous avez un client qui est en dessous de 3 mètres carrés, avec vos juges en disant, mais en fait, je vais vous parler du reste, parce qu'il faut parler du reste, mais en réalité, le constat des 3 mètres carrés, ça suffit, c'est indigne. Moi, je vois dans des tas de décisions, des discussions, je vous le disais tout à l'heure, sur ah oui, mais il sort de temps en temps, etc., etc. Bon. Ou alors il a deux ou trois activités, ou alors c'est pas si terrible que ça. Il me semble que là, il y a quand même quelque chose d'extrêmement ferme, une position extrêmement ferme. Enfin, la jurisprudence, de façon très ferme, c'est présomption très forte de violation en dessous de 3 mètres carrés, dans des conditions qui fait qu'en fait, cette présomption, elle est quasiment irréfragable. Et donc, un premier élément, à mon avis, très important. Deuxième élément pour vous, c'est cette approche globale. Cette approche globale, le juge nous dit, si on est sur 3 mètres carrés, il faut tenir compte d'autres éléments que l'espace. Alors parfois, l'espace est aussi mobilisé comme un élément à prendre en compte quand on est entre 3 et 4 mètres carrés. Au-delà de 4 mètres carrés, l'espace n'est plus à prendre en compte. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a, à mon avis, intérêt à ce que vous puissiez vous détacher de ces seuils pour expliquer qu'au-delà, quand on est 3 et 4 mètres carrés, ou même si on est au-dessus de 3 mètres carrés, il faut interroger plus concrètement la capacité de circulation dans la cellule, et donc revenir sur ce à quoi je vous invitais tout à l'heure, c'est calculer aussi l'espace de la cellule en déduisant l'espace des sanitaires, et donc finalement faire peser plus de poids que ce que l'on accorde formellement à la Cour à ce manque d'espace quand on est au-dessus de 3 mètres carrés. Et par ailleurs, documenter l'indignité des conditions de détention à partir d'une grille assez classique sanitaire, des conditions sanitaires et matérielles d'accueil détenus, avec un point de fixation très important sur la question des toilettes, où là aussi il y a quelque chose, à mon avis, absolument indérogeable. Mais au-delà de ça, que vous pensiez toujours à inclure dans l'appréciation des conditions de détention des dimensions qui dépassent a priori celles que vous imagineriez devoir prendre en compte pour le calcul des conditions pour l'appréciation des conditions de détention, en tenant compte du climat global de l'établissement, éventuellement, pourquoi pas, du manque de personnel, qui peut entraver ou gêner au quotidien les mouvements, les rendez-vous chez le médecin, des difficultés d'accès aux soins, toute une série de considérations qui vont venir peser dans la balance de l'appréciation des conditions de détention. Et il faut, à mon avis, que vous défendiez cette idée d'une appréciation large et globale des conditions de détention. Et dernière chose, c'est sur la manière dont le juge doit traiter et va recevoir cette démarche, finalement, cette masse d'informations que vous allez potentiellement lui mettre sur le bureau. Les juges ont, et on peut comprendre pourquoi en termes de méthode, ont un peu tendance à saucissonner. Vous allez arriver en disant qu'il faut prendre tout en compte globalement. Je vais dire, OK, je prends en compte globalement, mais je vais vérifier, et on saucissonne problème par problème. Et on arrive à une approche qui est une approche totalement, qui va à rebours totalement de l'idée de l'approche globale qui vise à appréhender les effets cumulés des différents problèmes. Je vais vous donner un exemple. On a une affaire qui est aujourd'hui dans la Cour européenne des droits de l'homme qui a été tranchée par un rejet par une cour administrative d'appel de Nancy, dans mon souvenir, et le pourvoi qu'on avait fait au Conseil d'État dans cette affaire a été rejeté. Bon, donc, on est aujourd'hui dans la Cour européenne. C'était la situation d'un détenu qui avait été détenu au quartier arrivant, et après, mais on va pas prendre juste la période du quartier arrivant, pendant un mois, dans des conditions particulièrement indignes, et qui justifiaient d'abord d'un espace personnel inférieur à 3 mètres carrés. Quand je vous disais qu'on peut discuter, etc., et la Cour me dit, bon, alors oui, effectivement, la surface au sol était inférieure à 3 mètres carrés. Toutefois, nous dit la Cour, la circonstance peut intéresser n'a passé qu'un peu plus d'un mois dans cette cellule. Bon, finalement, c'est pas si grave. Donc, on revient sur la question du temps passé. Et là, on est clairement
Mursic, moi, on est dans la zone tout à fait où on peut obtenir condamnation si on se réfère à Mursic. Par ailleurs, le CGLPL précise dans son rapport de 2009 que les cellules du quartier arrivant bénéficient d'équipements supplémentaires mis gratuitement à la disposition de ces derniers, tels un poste de télévision, une plaque chauffante avec une casserole. En outre, le rapport de visite mentionne qu'ils peuvent aller en promenade pour 1 heure quotidienne. Dans ces conditions, la surface au sol par détenu ne peut, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme ayant porté atteinte à la dignité du requin. Donc là, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Là, il n'y a pas de discussion, en fait. Une plaque chauffante et une casserole, ça ne permet pas de renverser la présomption de violation de l'article 3 sur. Donc, premièrement, fermeté sur, mais je suis en dessous de 3 mètres carrés. Deuxièmement, sur l'approche globale. On lit un peu plus loin la décision et on apprend la chose suivante. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment du rapport du CGLPL, que les coins toilettes des cellules du quartier arrivant n'est pas isolé. Alors pourtant qu'il s'agit de cellules doubles et que la configuration des toilettes exclut ainsi toute intimité. Toutefois, ainsi qu'il a été dit plus haut, M. X n'a occupé la cellule que durant un peu moins d'1 mois et il pouvait en outre utiliser les équipements sanitaires collectifs chaque fois que c'était possible. Autrement dit, là non plus, pas de violation de l'article 3. Et ça continue comme ça. Et donc, si vous voulez, vous avez une espèce de saucissonnage qui fait que, en fait, le juge va prendre point par point, raisonner à partir du point que vous soulevez pour expliquer que ce point ne soulève pas de difficulté au regard de l'article 3. Or, en admettant que le point tout seul ne soulève pas de difficulté au regard de l'article 3, l'approche cumulative, c'est l'effet cumulé des conditions de détention. Et donc, il me semble qu'il faut absolument qu'en méthode, vous ayez à un moment donné, en résumé, que vous puissiez confronter le juge à un résumé. Et en fait, là, si on continue, alors on va apprendre quoi? Que non seulement il y avait un peu moins de 3 mètres carrés, mais qu'ensuite il y avait des toilettes non cloisonnées, et puis qu'il a été enfermé avec des fumeurs alors qu'il ne l'est pas, et puis qu'il y avait des nuisibles dans tout l'établissement, et puis que dans les cours de promenade c'était dégueulasse, etc., etc. Et donc, si vous voulez, au final, vous avez un cumul de situations qui fait que c'est absolument inconcevable que la violation de l'article 3 n'ait pas été retenue, et pourtant, le juge a considéré, en saucissonnant, qu'il n'y avait pas de violation. Et quand on passe au Conseil d'État, le Conseil d'État dit oui, il y a eu une approche globale puisqu'ils ont pris en compte tous ces éléments. Et donc, il me semble que vous aussi, de façon un peu, je ne sais pas, quand vous rédigez vos requêtes, il faut insister sur cette dimension globale en disant la globalité des conditions de détention, c'est au-delà de la question de l'espace personnel, toute une série de considérations qui peuvent être prises en compte. Ces considérations, ce sont des considérations relatives, certes, aux conditions matérielles, etc., mais de façon plus générale, au climat de l'établissement et finalement à la manière. La Cour européenne des droits de l'homme parle de conditions de vie décentes. Donc, on n'est même plus dans la dignité, quoi. Donc, insistez bien auprès des juges sur en fait, expliquer que cette approche globale, elle peut recouvrir toute une série de choses qui dépassent très largement la seule question des toilettes, de la peinture au sol, etc. Enfin, des choses matérielles très concrètes qui pèsent aussi. Et que cette approche globale ne signifie pas qu'il doit y avoir une approche saucissonnée de chacun de ces problèmes, mais qu'il s'agit bien d'appréhender les effets cumulés, et que donc en admettant que chaque point que je vous ai évoqué tout à l'heure ne soit pas suffisant à lui seul à constituer une violation de l'article 3, nous, dans l'affaire, on a invoqué la violation de l'article 3 parce que moins de 3 mètres carrés, plus le type il respire de la fumée toute la journée, plus quand il va aux toilettes, alors qu'il n'est pas fumeur, quand il va aux toilettes, il n'y a pas de cloisonnement, et puis quand il va dans les cours de promenade, c'est dégueulasse, il y a des rats partout, etc. C'est les effets cumulés de tout ça. Voilà. Et je pense qu'il y a quelque chose vraiment d'extrêmement important à défendre aussi, c'est cette approche globale qui nécessite une appréhension des effets cumulés des mesures. Et c'est, à mon avis, quelque chose sur lequel il faut que vous insistiez grandement lorsque vous déposez vos requêtes. Alors, voilà grosso modo ce que je voulais aborder avec vous, hein, à la fois l'identification de la grille, en plan théorique, et puis la grille d'appréciation. Et puis, aborder avec vous un certain nombre de questions pratiques à partir des critères actuellement mobilisés par les juges. Ah, c'est bon. Il faut que je crois que tu éteignes ton micro. Merci. Merci beaucoup, Nicolas, pour ce panel extrêmement exhaustif et précis
sur l'indignité, les critères d'indignité. Je veux juste dire que vous n'avez pas pu en fait voir au tableau puisque les différents slides, mais on vous les a transmis en principe dans le chat. Et par ailleurs, cette conférence va faire l'objet, elle est filmée, et donc vous aurez un replay en webinaire sur le site du Conseil national des barreaux. On a, à la Commission Liberté et Droits de l'Homme, on a plusieurs onglets et on a fait en sorte que tous les webinaires soient maintenant en accès libre. Et donc, vraisemblablement, si tu en es d'accord, Nicolas, on transmettra aussi, on mettra sur notre site les slides de jurisprudence que tu as cités et qui ont en principe été transmis dans le chat. Donc maintenant, je passe la parole. Ah non, alors vas-y, dis-moi. Non, je vais introduire la seconde partie et puis je. Fais-le. Alors, la deuxième partie, c'est, on l'a intitulé documenter et par voie de conséquence prouver l'indignité des conditions de détention. Alors, je voudrais faire d'abord un élément d'introduction, enfin, ou de propos liminaire sur la question de la charge de la preuve. Et ensuite, vous brosser très rapidement, en quelques minutes, les ressources auxquelles nous, on a accès pour documenter l'indignité des conditions de détention. Et ensuite, laisser du temps à la fois sur sur la question du contrôleur général de privation de liberté, sur la manière dont vous pouvez, vous, utiliser les ressources énormes qu'il offre. Mais parfois, je pense qu'on est un peu désarmé quand on voit les productions du CGLPL. Donc, on s'est dit que ce serait intéressant pour vous d'avoir une explication de l'intérieur de comment vous pouvez utiliser leur rapport et les outils qu'ils mettent à disposition, s'il n'y a pas que les rapports de vous. Premièrement, et puis la question aussi du droit de visite des bâtonniers, dont on dira deux mots avec Fabien Arakelian, et qui me paraît être aussi quelque chose d'important dans la démarche proactive que vous pouvez avoir. Quand on parle de documenter, c'est aussi aller à la recherche, aller à la pêche aux infos. Et il me semble que l'exercice par les bâtonniers de leur droit de visite est un élément, une donnée tout à fait nouvelle et qui est à exploiter. Donc, on verra avec Fabien comment, dans son barreau, ils ont exploité Alors, sur les propos liminaires, je voulais vous faire d'abord rappeler très rapidement ce que la Cour européenne des droits de l'homme nous dit sur la charge de la preuve. Alors, je suis désolé parce que vous ne voyez pas le slide s'afficher, mais c'est il est dans le chat. C'est une affaire Torreggiani dans laquelle elle dit que, grosso modo, sensible à la vulnérabilité particulière des personnes détenues, se trouvant sous le contrôle exclusif des agents de l'État, telles les personnes détenues, la Cour réitère que la procédure prévue par la Convention ne se prête pas toujours à une application rigoureuse du principe la preuve incombe à celui qui affirme. Car inévitablement, le gouvernement défendeur est parfois seul à avoir accès aux informations susceptibles de confirmer ou d'infirmer les affirmations du requérant. Il s'ensuit que le simple fait que la version du gouvernement contredit celle fournie par le requérant ne saurait, en absence de tout document ou explication pertinente de la part du gouvernement, amener la Cour à rejeter les allégations comme étant non fondées ou non étayées. Et dans l'affaire Mursic contre Croatie, il y a un autre considérant qui vient dire à peu près la même chose. Vous l'avez dans le slide, je ne le répète pas pour gagner du temps, mais on est sur cette idée que la charge qu'à partir du moment, alors la Cour le dit dans l'affaire Mursic, si je vais quand même vous dire un des extraits, lorsque la description faite par des conditions de détention supposément dégradantes est crédible et raisonnablement détaillée, de sorte qu'elle constitue un commencement de preuve d'un mauvais traitement, la charge de la preuve est transférée au gouvernement défendeur, qui est le seul à avoir accès aux informations susceptibles de confirmer ou d'infirmer les allégations du requérant. Bref. Alors, on a une apparente réception en droit interne de cette approche qui conduit à un renversement de la charge de la preuve, même si dans la jurisprudence européenne, le renversement n'est pas total non plus en pratique. Le Conseil d'État, dans une décision du 21 mars 2022, dit à peu près la chose suivante dans le contentieux de la responsabilité. Il dit que lorsque un demandeur engage une action en responsabilité, normalement, il lui appartient d'amener toutes les preuves du préjudice subi. Bon. Et le Conseil d'État nous dit il en va différemment s'agissant d'une demande formée par un détenu ou ancien détenu lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour qu'il constitue un commencement de preuve de leur caractère indigne. C'est alors à l'administration qu'il revient d'apporter les éléments permettant de réfuter ces allégations.
Et on retrouve la même chose, enfin, à peu près le même principe dans des conditions de la Cour, enfin, dans les deux décisions de la Cour de cassation en la chambre criminelle du 25 novembre 2020 et du 20 octobre 2021, qui statuent sur la recevabilité des recours 803-8 et qui là aussi dit qu'au stade de la recevabilité, il n'y a qu'un commencement de preuve à apporter de la part du détenu et que c'est le commencement de preuve subi et qu'ensuite c'est à l'administration de venir contrer les allégations de défense. Alors, ce sur quoi je voudrais insister très rapidement, c'est que ces décisions Cour de casse et Conseil d'État ont été extrêmement commentées, avec, en allant vite, un peu la conclusion qu'il y aurait un renversement de la charge de la preuve, ce qui, à mon avis, est totalement faux, enfin, en tout cas très trompeur. Parce qu'en réalité, la problématique qui se pose à vous quand vous défendez les détenus, c'est pas tellement finalement de faire naître un commencement de preuve, mais c'est plutôt de répondre de répondre aux arguments de l'administration. En réalité, vous êtes réellement désarmé lorsque vous avez apporté votre commencement de preuve, que l'administration vous fournit un certain nombre d'éléments pour dire mais non, tout va bien, et que là, vous n'avez concrètement accès à aucun élément et aucune donnée permettant de contrecarrer ce que dit l'administration. Et paradoxalement, et c'est à mon avis là que se joue véritablement la question de la charge de la preuve, c'est en fait quelle est la capacité réelle du détenu à répondre à l'administration, c'est-à-dire à convaincre le juge que la version avancée par l'administration n'est pas la bonne version des faits à retenir. Et alors, on en discutait cet après-midi de façon tout à fait étonnante. Plus l'administration se défend et plus finalement on a d'éléments. Parce que nos seules ressources, c'est finalement les documents qui sont fournis par l'administration. Et donc, plus il y a des documents, plus potentiellement ces documents peuvent dire autre chose que ce que l'administration leur fait dire. Et on trouve finalement dans les contentieux OIP qui portent sur l'ensemble de la situation des prisons des arguments qu'on ne trouve pas dans des litiges individuels où là, la défense de l'administration est beaucoup plus, on va dire, réduite à quelques informations et les pièces et les éléments qui vous sont produits sont rarement utilisables à rebours ou à contre-emploi. Donc, insistant sur le fait que la charge de la preuve demeure, à mon sens, très fortement dirigée sur le détenu. Alors, très rapidement, sur les éléments que nous mobilisons, et ensuite, ça me permettra du coup d'introduire les deux interventions, les éléments que nous mobilisons, nous, pour documenter, et qui vous donnera un petit peu un panel des éléments mobilisables. D'une part, et toujours, ça c'est le départ, questionnaire, conditions de détention. Tout détenu qui fait un recours remplit un questionnaire des conditions de détention qu'on a établi, qu'on peut vous communiquer. Vous pouvez aussi en faire un, mais de près, si vous avez besoin d'un questionnaire. Et là, évidemment, ça nous permet de balayer toutes les situations, la situation des détenus, y compris celles posant les questions que vous n'auriez pas pensé à poser ou les choses que le détenu, votre client, ne pense pas à vous dire. Donc, questionnaire, et il est absolument important à partir de ce questionnaire, que vous puissiez déjà initier auprès des détenus, enfin, si vous êtes présagé, prévoyez de faire un recours, que vous puissiez demander aux détenus d'engager un certain nombre de demandes ou de démarches vis-à-vis de l'administration pour pouvoir acter un certain nombre de choses. Je pense par exemple à une situation dans laquelle on a reproché au détenu, enfin il se plaignait de nuisibles dans sa cellule, et le juge dit oui, mais il n'y a eu aucune alerte à l'administration parce que le détenu se plaignait des nuisibles, ou alors il se plaint du fait que la cellule est trop exiguë, mais il n'y a aucune demande à l'administration qui a été faite pour demander un changement de cellule, par exemple, ce genre de choses. Et donc, il peut être utile de temps en temps, une fois que vous aurez fait un état des lieux de la situation du détenu, de pouvoir envoyer un courrier à l'administration en pointant les 2-3 problèmes principaux et en demandant à l'administration de réagir. Si 15 jours après, elle n'a pas réagi, vous saisissez un juge, on ne pourra plus vous reprocher de ne pas vous être manifesté auprès de l'administration, et faute d'avoir d'autres preuves que ça, cette manifestation de volonté, si j'ose dire, si l'administration ne vous a pas répondu en disant de quoi vous parlez, il n'y a pas de nuisible dans la cellule, est un élément qui peut être pris en compte par le juge. Et ensuite, évidemment, et ça c'est le deuxième élément sur lequel on se pose, le rapport des CGLPL. Et donc, une fois qu'on a récupéré la situation, qu'on a un peu documenté la situation de la personne, on la met en concordance avec les rapports du CGLPL, et ça sera ce que vous pourrez nous expliquer dans un instant. Et puis, derrière les rapports du CGLPL, est-ce qu'il y a d'autres rapports de visite qui émanent d'autres autorités habilitées à visiter? Et j'en viens, enfin, ça sera aussi donc l'occasion pour nous de parler du bâtonnier, mais il y a d'autres autorités qui peuvent visiter, je pense aux parlementaires, par exemple, et vous pouvez tout à fait, alors évidemment, si c'est
pour la situation individuelle d'un client, c'est plus difficile, mais je pense que s'il y a des établissements où les conditions de détention sont structurellement déficientes, je conçois assez facilement que vous devez en parler entre confrères et consoeurs. Tout à fait imaginer que plusieurs confrères ou consoeurs, enfin, plusieurs avocats se tournent vers leur bâtonnier pour dire, ben là, voilà, en fait, on a des problèmes, voilà ce qu'on voudrait documenter par rapport à ce que nos clients nous disent, est-ce que vous pouvez y aller, ou de vous tourner vers un parlementaire aussi avec des demandes de ce type. Il suivra ou il ne suivra pas, mais en tout cas, c'est tout à fait possible. Sachez qu'il y a d'autres organismes qui contrôlent les prisons, le rapport du Conseil d'évaluation des établissements pénitentiaires. Le bâtonnier est membre de droit du Conseil d'évaluation, donc il y a un rapport annuel. Alors, il est parfois très conformiste, on va dire. Enfin, il y a des choses parfois à récupérer. Vous pouvez récupérer des informations aussi dans des rapports d'expertise ou de constats qui ont été faits par des confrères ou des consoeurs. Et ça, il y aurait peut-être aussi un intérêt au niveau des barreaux à ce que les avocats se concertent un peu pour savoir si certains d'entre vous ont fait des référés constats ou des référés expertises dans le cadre de procédures indemnitaires et de les mettre à disposition des autres avocats, ce serait tout à fait utile. Les jurisprudences, évidemment, qui ont pu être rendues sur un établissement. Là, on vient de saisir en référé administratif de Gradignan, de la situation de Bordeaux-Gradignan. On s'appuie évidemment sur les recommandations du CGLPL, mais aussi sur des décisions qui ont été rendues très récemment par l'autorité judiciaire dans le cadre de recours article 803-8, dans lesquels elle constate, elles aussi, la pénibilité des conditions de détention. Les rapports d'inspection interne, alors il faut que vous sachiez que ces documents sont communicables. Vous trouverez dans le slide des références d'avis CADA qui rappellent que des avis, des rapports d'inspection des administrations internes, d'inspection des services pénitentiaires, par exemple, ce sont des rapports qui sont communicables. Alors, entre communicable et communiqué, il y a une large différence, mais il me semble que là aussi, vous pouvez tout à fait, vous, en qualité d'avocat, vous tourner vers votre bâtonnier en disant, bah, écoutez, vous avez un droit de visite. Ce droit de visite, pour le préparer, il faudrait que l'administration vous communique les inspections éventuelles qui ont porté sur l'établissement et de façon plus générale, les rapports d'activité, etc. Enfin, il me semble que c'est quelque chose qui peut être demandé, soit dans le cadre d'une visite, soit alors de façon générale, en fait, dans la mesure où le bâtonnier a un rapport de visite, il me semble qu'il est important qu'il soit informé, même s'il ne l'exerce pas, de la situation des établissements. Et donc, peut-être que là aussi, quand c'est l'OIP, il nous faut des années de procédure parfois pour récupérer les rapports. Et peut-être que vous, ça sera plus fluide et que vous pourriez y avoir accès. Donc, il me semble que là aussi, il y a quelque chose qui se réfléchit. Voilà. Et puis, ensuite, il y a toutes les sources publiques d'infos publiques. Alors, ça va être la presse, ça va être même des tracts syndicaux. On peut documenter certaines requêtes avec des tracts syndicaux. Personnels pénitentiaires qui se plaignent de telle ou telle chose et qui donc les documentent. Et puis, enfin, des témoignages, co-détenus, familles, etc. Mais ça, évidemment, c'est plus compliqué à obtenir. Alors là, j'ai vraiment fait une espèce de liste de tous les documents auxquels on pouvait avoir accès, dont on se sert pour documenter les conditions de détention. Il y a deux points qui me paraissaient importants, et donc on y vient tout de suite maintenant. À la fois l'utilisation des rapports du CGLPL, et donc moi je vous passe la parole tout de suite, et puis tout à l'heure, Fabien nous parlera des rapports de visite des bâtonniers. Merci. Alors, j'ai commencé par remercier l'OIP et le CNB, évidemment, d'avoir organisé à la fois cette formation extrêmement utile, extrêmement riche et pour l'invitation du CGLPL. Je vais peut-être commencer brièvement. Alors, en fait, le but de mon intervention, c'est de vous brosser un petit peu la liste des écrits de la production du CGLPL et en quoi elle peut vous être utile dans le cadre de l'exercice de ces recours. Alors, pour commencer, une très brève présentation du CGLPL, c'est une autorité administrative indépendante dont la mission est de prévenir les atteintes à la dignité et aux droits fondamentaux dans les lieux de privation de liberté. Et donc, il dispose pour ce faire de deux moyens d'action principaux, qui sont les visites des lieux de privation de liberté, parmi lesquels évidemment les établissements pénitentiaires, et également les traitements de ce qu'on appelle les saisines, qui sont les courriers qu'on reçoit de notre côté, qui sont simplifiés, disons les courriers de témoignage qu'on reçoit majoritairement de la part d'ailleurs des personnes détenues. Alors, l'activité des visites est l'activité essentielle en temps de l'institution. La moitié du temps institutionnel est consacré à ces visites. Toutes les 2 premières semaines de chaque mois, des visites ont lieu dans un certain nombre de lieux de privation de liberté et en général tous les mois,
au moins un établissement pénitentiaire, si ce n'est 2, et visiter sur des temps qui, en général, sont de l'ordre de 4 à 5 jours. C'est la semaine, en fait, hein, c'est la semaine des jours ouvrés. Et ce sont des équipes d'environ entre 5 et 8 contrôleurs, selon évidemment la taille des établissements, qui sont mobilisés. Je reviendrai un peu plus concrètement tout à l'heure sur l'organisation et les modalités de ces visites et ce qu'on y fait, ce qu'on y dit. Mais pour commencer, je voulais dire un mot en introduction sur la façon dont le CGLPL mobilise dans ses propres écrits le concept de dignité, qui est évidemment différent de la façon dont la jurisprudence européenne ou nationale la mobilise, et notamment dans le cadre de ce recours de l'article 803-8. Alors, vous trouverez en fait l'essentiel synthétisé de la conception que l'on se fait de la dignité. J'évite le mot définition, parce que précisément, c'est un concept qu'on ne cherche pas à définir. Vous trouverez l'essentiel de notre conception de ce concept juridique dans les recommandations minimales qui ont fait l'objet d'une publication au journal officiel, mais que vous trouverez plus simplement sur le site du CGLPL. Si vous tapez, alors, le site du CGLPL, on va crever l'abcès immédiatement. C'est un site qui est un peu confus. Il y a énormément de choses qui sont publiées dessus. Et moi-même, quand je cherche quelque chose sur le site du CGLPL, j'utilise Google. Et donc, si vous commencez par taper CGLPL et ensuite le nom d'une ville, d'un établissement pénitentiaire, d'un avis ou des recommandations minimales, vous tombez directement dessus. C'est en général le premier lien qui s'affiche. C'est plus simple de faire comme ça que de passer par le site et de tenter de s'y retrouver. C'est un projet en cours, la refonte du site, mais ça va prendre du temps. Donc, les recommandations minimales, vous le trouvez sur le site du CGLPL et vous y trouverez dans un propos introductif, en gros, la conception que l'on retient de la dignité, qui est une conception, en fait, extrêmement large. C'est-à-dire la façon dont on a voulu parler de la dignité, c'était de dire qu'en réalité, la dignité, elle était à la fois le fondement et le corollaire de l'ensemble des droits fondamentaux des personnes privées de liberté. C'est-à-dire qu'un droit n'est effectif, il n'est effectivement garanti que s'il peut s'exercer, être mis en œuvre dans le respect de la dignité des personnes. Et la dignité, elle est partout. Et c'est pour cette raison-là qu'on ne cherche pas à la définir. C'est que quand on dit d'une personne qu'elle doit avoir le droit au repos, le droit à l'alimentation, etc., ça veut dire qu'elle doit pouvoir se reposer dans des conditions dignes. Elle doit pouvoir s'alimenter dans des conditions dignes. La dignité se retrouve absolument partout et percole absolument autour de l'ensemble des droits des personnes privées de liberté. Donc, d'une certaine façon, alors, encore une fois, effectivement, ce n'est pas du tout l'approche de la jurisprudence, mais c'est celle du CGLPL et celle que vous retrouverez notamment dans la plupart de nos écrits généraux, hein, thématiques, mais également dans les rapports de visite, mais de façon un petit peu plus concrète. Un dernier mot aussi sur le principe de cette dignité. On le rapproche, vous le verrez aussi toujours dans l'introduction, les propos introductifs aux recommandations minimales, on l'articule avec le principe de protection d'intégrité physique et psychique, c'est-à-dire essentiellement la protection contre les violences, mais au-delà de ça aussi l'accès aux soins, qui est un sujet majeur, c'est un des sujets principaux sur lesquels nous sommes saisis par les personnes détenues. En général, on a deux thèmes qui, d'année en année, sont en numéro 1 ou en numéro 2. C'est la question des transferts, les demandes de transfert et les délais de transfert, et l'accès aux soins. Donc, l'accès aux soins est une difficulté majeure. Et le principe de sûreté individuelle aussi, ce qui peut un peu plus surprendre, mais on a fait le lien entre ces trois principes-là. Pourquoi? Parce que il nous a semblé, c'était les trois qui doivent protéger absolument en tout temps, en tout lieu, la personne en fait privée de liberté. Sa dignité doit être respectée, sa sécurité physique, sa santé doivent être respectées, et sa sûreté, puisque au sens évidemment du droit au recours, du droit de contester la décision d'enfermement, par hypothèse, on parle d'une personne qui est enfermée, et le droit presque chronologiquement premier qu'elle doit pouvoir mettre en œuvre, c'est le droit de contester la mesure qui la frappe d'enfermement. Donc, on a fait le lien entre ces trois principes, et c'est un lien que vous pourrez retrouver de temps en temps, d'ailleurs, dans nos recommandations en urgence, parce que, par exemple, Toulouse 16,
on a à la fois le principe de dignité qui est mobilisé pour parler des conditions matérielles d'hébergement, mais au-delà de ça, on va aussi évoquer assez facilement et en lien avec ce premier thème, les problématiques de violence, d'accès aux soins et les problématiques d'accès aux droits. Parce que d'une certaine façon, c'est ce qui vient mettre un point d'ordre, enfin, couronner la gravité de ce que l'on constate, c'est que non seulement les dysfonctionnements sont majeurs, les atteintes sont caractérisées, la dignité à la santé et à l'intégrité physique, mais en plus de ça, les personnes détenues rencontrent des difficultés particulières pour exercer leur recours. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle vous retrouvez régulièrement ces articulations-là dans nos productions. Alors, toujours pour parler des productions générales du CGLPL, au-delà des rapports de visite et du traitement des saisines, en fait, tous les ans, à partir de nos constats lors des visites, à partir des témoignages que l'on reçoit, on fait des travaux sur des thèmes, on va dire. Et on a essentiellement deux instruments principaux pour publier ces travaux. Il y a ce qu'on appelle les avis. Donc, les avis sont souvent sur des thématiques transversales qui peuvent ne pas concerner que les établissements pénitentiaires, peuvent concerner d'autres lieux d'enfermement ou concerner exclusivement d'autres lieux d'enfermement, mais ils concernent aussi très régulièrement les établissements pénitentiaires. Et il y a ce qu'on appelle les rapports thématiques, dont les avis sont courts. Les avis sont publiés au journal officiel et en gros, c'est 8-10 pages d'analyse un petit peu précise, un peu concise, avec assortie de recommandations évidemment, qui sont adressées au ministre et font l'objet d'une publication au journal officiel. Et puis il y a ce qu'on appelle les rapports thématiques. Là, ce sont des petits ouvrages qui sont d'ailleurs qui paraissent chez Dalloz régulièrement, qui font dans une petite collection Dalloz entre 80 et 100 pages et qui sont également publiés, mis en ligne sur le site du CGLPL. Donc, peut-être les outils, enfin ces publications-là, pour celles qui vont intéresser davantage l'exercice du recours de l'article 803-8, il y a évidemment un rapport thématique qui a été consacré en 2018 à la surpopulation carcérale, qui s'appelle « Les droits fondamentaux à l'épreuve de la surpopulation carcérale », et vous trouverez là l'essentiel de l'analyse du CGLPL que l'on fait de la surpopulation carcérale et surtout, en fait, une analyse, pour le coup, extrêmement cumulative où l'idée était de mettre en lumière le fait que dans un établissement surpeuplé, quoi qu'il arrive, le respect des droits fondamentaux et des dignités des personnes détenues ne peut pas être assuré parce que tous les services sont débordés, parce que les conditions matérielles sont débordées, les lieux, les locaux, les organigrammes, et tout cela affecte le fonctionnement d'un établissement pénitentiaire au point de rendre impossible, en réalité, pour quiconque se trouve dans cet établissement surpeuplé, le respect de sa dignité et ses droits fondamentaux. Au-delà du matelas au sol, au-delà même de la surpopulation, du surpeuplement de la cellule, même le sens de la peine ne peut être qu'affecté, puisque l'ensemble des dispositifs mis en place de réinsertion, d'activité, etc., vont être détournés de leurs objectifs pour constituer des instruments de gestion de la détention et d'une détention qui, par hypothèse, va être baignée dans une atmosphère de tension, de violence, etc. Donc ça, c'est analysé assez en détail dans ce rapport thématique consacré à la sous-population carcérale. Il y a eu aussi avant un avis du 22 mai 2012 qui s'appelle relatif au nombre de personnes détenues, qui déjà a une approche aussi un peu plus synthétique puisqu'il ne s'agit que d'un avis, mais analyse déjà la surpopulation carcérale, ses causes et ses conséquences. Sur des sujets plus spécifiques, il y a également un avis de 2018 qui était relatif à la prise en compte des situations de perte d'autonomie dues à l'âge et au handicap physique dans les établissements pénitentiaires. Donc, c'est là également un avis plus précis sur les personnes âgées et les personnes handicapées et les difficultés qu'elles rencontrent classiquement, telles que nous, on le constate lors des visites ou dans le cadre du traitement des saisines. Et également, il y a un avis du 14 octobre 2019 relatif à la prise en charge des personnes détenues atteintes de troubles mentaux. C'est également un énorme problème. Les personnes détenues souffrant de troubles psychiques peuvent être nombreuses. Et la question de leur prise en charge dans les établissements pénitentiaires
est très souvent problématique. Ce sont des personnes qui sont très régulièrement isolées, dont les symptômes psychiques sont très régulièrement analysés à l'aune en fait d'incidents, c'est-à-dire l'administration pénitentiaire les gère comme des incidents plutôt comme des symptômes. Bon, donc il y a vraiment des difficultés particulières liées à la prise en charge de ces personnes détenues. Donc je ne peux que rejoindre, mais je ne vais pas m'attarder dessus parce que Nicolas en a parlé tout à l'heure, mais on ne peut que rejoindre l'analyse de Nicolas Ferrand et de l'OIP en général sur l'importance de ne pas laisser l'article 803-8 s'épuiser sur la seule question des conditions matérielles de détention. Je pense, et en tout cas dans les outils, dans les publications du CGLPL, c'est ce que vous retrouvez fréquemment, qu'il faut pouvoir agréger en fait l'ensemble des éléments d'une prise en charge pour porter une appréciation. Jean-Marie Delarue, qui était le premier contrôleur général, avait une formule que j'aime bien, que je cite souvent. Il disait, dans les lieux de privation de liberté, il n'y a pas de détails. Et je pense que c'est un petit peu cette idée-là qu'il avait quand il disait ça. Il n'y a pas de détails parce que tout détail s'agrège à d'autres détails et qu'en fait, tout élément de prise en charge qui dysfonctionne vient s'ajouter à tellement d'autres qu'en réalité, c'est bien le cumul de l'ensemble de ces dysfonctionnements qui vont faire les atteintes aux droits, qui vont faire la gravité des violations des atteintes aux droits, qui vont faire, le cas échéant, l'indignité des conditions d'une détention ou d'une prise en charge pénitentiaire ou sanitaire d'ailleurs. Alors, pour revenir maintenant, les deuxièmes publications dont vous allez forcément, je l'espère, vous servir dans le cadre de ces recours-là, ce sont les rapports de visite. Le CJLPL a visité aujourd'hui l'ensemble des établissements pénitentiaires, au moins une fois, parfois deux, parfois trois. Ensuite, c'est un petit peu, voilà, ce sont des visites qui s'organisent au fur et à mesure où l'année se passe. L'ensemble de ces visites, donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, l'ensemble de ces visites se fait de manière inopinée. Les deux cas de figure sont possibles pour le CGLPL. On peut prévenir un chef d'établissement. Lorsque c'est le cas, c'est en général une information qu'ils ont le jeudi pour le lundi de la semaine suivante, le début de la mission. Donc, ce ne sont pas des délais d'information extrêmement longs, mais ça reste des délais qui permettent en général en fait, de préparer un certain volume de documentation dont on souhaite qu'elle soit prête à l'arrivée des contrôleurs. Aujourd'hui, la volonté de Dominique Simoneau était très clairement plutôt de privilégier aussi systématiquement possible la visite inopinée pour les établissements pénitentiaires. Donc, comme je vous l'ai dit, on y reste assez longtemps, on est assez nombreux. Et je dirais que le principal moyen, le moyen le plus agréable que le CGLPL a à sa disposition pour effectuer cette mission, c'est précisément le temps. Le temps et la liberté de mouvement. Parce que donc quand on arrive dans un établissement pénitentiaire, bien évidemment, au moment où on arrive, on va être accueilli par le directeur ou un représentant de la direction en tout état de cause. On fait une première réunion qui va durer une petite heure, peut-être un peu plus, avec le chef d'établissement et les membres du personnel qui sont présents, qui arrivent à se libérer à ce moment-là. En général, le médecin responsable de l'unité sanitaire, en tout cas c'est eux, ou un représentant, un chef de détention, des officiers, etc. Et on fait un premier petit tour de table où chacun se présente, où le chef d'établissement peut également présenter son établissement rapidement. On fait en général également un premier tour de l'établissement accompagné par le directeur ou son représentant. Mais dès la fin de cette introduction, on va dire, à la mission qui se déroule à peu près systématiquement comme ça, ensuite, les contrôleurs sont absolument autonomes, enfin, aussi autonomes qu'on peut l'être dans un établissement pénitentiaire. Il y a quand même beaucoup de grilles et de portes fermées à clé, mais entre deux grilles et entre deux portes fermées à clé, les contrôleurs se déplacent de façon absolument libre. On se rend dans l'ensemble des services, on dialogue énormément, on procède très rapidement également à des affichages et à une communication auprès de la population détenue pour, d'une part, informer de la présence du CGLPL et d'autre part, les informer qu'ils peuvent demander un entretien confidentiel avec un contrôleur. Et en général, ils le font. Il y a énormément d'entretiens. Ça varie d'un établissement à l'autre. On ne parle pas d'ailleurs des facteurs de variation dont il est tenu compte ensuite dans les rapports de visite, mais
parce que il y a des établissements où on va recevoir énormément de demandes d'entretien, d'autres où on en reçoit beaucoup moins, ce qui peut être un facteur d'inquiétude quand on en reçoit beaucoup moins. Ce n'est pas forcément un point positif en faveur de l'établissement pénitentiaire. Mais on peut faire jusqu'à une centaine, 120 entretiens dans un établissement pénitentiaire de type 13002, donc 700 places et en pratique 1000 ou 1200 détenus. Donc, on dialogue avec beaucoup de personnes détenues. Au-delà de ces entretiens, par ailleurs, se déroulent assez régulièrement parce qu'on en a la possibilité en cellule. Je l'indique, pourquoi? Parce que ça fait évidemment partie de la mission des contrôleurs dans le cadre de ces visites que de se rendre dans autant de lieux possibles. Mais bien évidemment, vous imaginez qu'on ne peut pas rentrer dans chacune des cellules de l'établissement. Ça, ce n'est pas possible. Donc, on visite les locaux communs, on visite systématiquement le quartier disciplinaire, le quartier d'isolement, les quartiers spécifiques d'une façon générale. En détention ordinaire, on va rentrer dans les cellules et notamment au début de l'existence du CGLPL, quand chaque établissement était visité pour la première fois, les contrôleurs se déplaçaient avec une mallette remplie d'instruments de mesure, depuis le mètre dérouleur jusqu'à l'instrument qui permet de prendre les températures, etc. Et on sortait le mètre dérouleur et on mesurait. Donc, vous trouverez, y compris dans des anciens rapports, des mesures très précises faites de cellules, alors dont on ne prétend pas que ce sont des cellules types, mais il faut bien reconnaître que quand même dans les établissements pénitentiaires, en général, une cellule ressemble à une autre, en tout cas en ce qui concerne la taille. S'il y a des cellules différentes qui sont par exemple construites en réunissant plusieurs cellules, on va l'indiquer là en revanche parce que ce sont des cellules doubles, elles vont être répertoriées de cette façon-là dans le rapport. Mais au-delà de la cellule qu'on va plus particulièrement aller mesurer, regarder de près, on a un pied dans beaucoup d'autres cellules donc, qui ne seront pas mentionnées dans le rapport nécessairement, mais qui permettront d'avoir une vision générale de l'état des cellules dans un quartier. Et c'est sous cette forme-là que vous retrouverez des mentions relatives à l'état général des cellules, à la question de savoir s'il y a un cloisonnement ou pas auprès des sanitaires, la question du mobilier, la question de l'eau chaude disponible ou pas, la douche en cellule ou pas, etc. etc. Donc tout ça, c'est des choses que vous retrouverez dans chacun des rapports de visite consacrés aux établissements pénitentiaires. Et donc au-delà des constats matériels qu'il y a fait, vous trouverez également dans les parties relatives à chacun des quartiers de l'établissement, chacun des quartiers visités, un mot de présentation en fait du quartier qui comprendra un mot sur l'état des cellules en gros, et également des couloirs éventuellement, de la bibliothèque, des zones d'activité, etc. Alors pour que vous y retrouviez dans un rapport de visite, c'est en réalité assez simple parce que chaque rapport est construit sur la base d'une trame qui est toujours la même. Alors, ça ne se voit pas forcément nécessairement parce que, pour des raisons d'ailleurs de meilleure lisibilité des rapports, on fait désormais ce qu'on appelle des titres signifiants, c'est-à-dire qu'en gros, le titre donne la conclusion de la partie. Mais en réalité, chaque rapport de visite est construit de la même façon, enfin, chaque rapport de visite d'établissement pénitentiaire est construit de la même façon. Donc, il y a une première partie sur les conditions objectives de la visite. En général, aujourd'hui, ce n'est pas c'est même plus jamais la première visite. Donc, il y a une petite synthèse faite des éléments rapportés de la visite antérieure. Il y a ensuite un mot de présentation de l'établissement, son implantation, la population pénale, le personnel, le budget, les régimes de détention, le fonctionnement des services. Vous trouverez également dans cette partie-là un mot sur les contrôles. C'est-à-dire ce qu'on appelle les contrôles, c'est les visites, des inspections qui ont pu se dérouler. S'il y a eu une inspection des services vétérinaires, par exemple, de la cuisine, l'inspection du travail, ça peut arriver, c'est rare, mais ça arrive de temps en temps. Bon, ça sera mentionné à cet endroit-là. Évidemment, et éventuellement des visites de parlementaires et peut-être prochainement des visites de bâtonniers. Ce sera certainement dans cette partie-là qu'ils seront rapportés. Et ensuite, on déroule en gros une série de chapitres qui vont concerner l'arrivée en détention, la vie en détention avec une présentation quartier par quartier,
Et ensuite, une présentation par thématique, l'organisation des mouvements, l'hygiène, la salubrité, la restauration, la cantine, les ressources financières et l'indigence, l'accès aux outils numériques. Il y a toute une partie ensuite qui va être consacrée plus particulièrement à l'ordre intérieur, dans lesquels vous trouverez rassemblés à la fois des éléments sur les dispositifs de sécurité de l'établissement, mais également tout ce qui concerne le recours aux fouilles, le recours aux moyens de contrainte, l'usage de la force, les mises en prévention, les incidents, la discipline et l'isolement. Et c'est dans cette partie-là que vous trouverez la description des quartiers d'isolement et quartiers disciplinaires. Toute une partie ensuite sera consacrée aux relations avec l'extérieur, le maintien des liens familiaux évidemment notamment. Ensuite, l'accès aux droits, la santé. La santé, c'est toujours encore une fois un sujet important et un sujet qu'on traite systématiquement à la fois sous l'angle de la prise en charge somatique, psychiatrique et également de la prévention du suicide. Ensuite, les activités, l'exécution des peines et l'insertion, là avec une attention portée au parcours individuel des condamnés, à l'application des peines, au transfert, le cas échéant, aux politiques de transfert, aux politiques de sortie également, permission de sortie, autorisation de sortie. Et enfin, une conclusion générale qui n'est pas là systématiquement, qui n'apparaît pas systématiquement dans les rapports de visite, mais qui permet d'y faire figurer parfois des éléments, notamment d'ambiance ou d'atmosphère, qui ne trouvaient pas forcément leur place dans une autre partie. Donc, vous retrouvez systématiquement l'ensemble de ces éléments dans tout rapport de visite du CGLPL. Ces rapports font tous l'objet d'une publication. Alors, avant leur publication, il y a des délais de publication qui sont de l'ordre, on s'efforce toujours de raccourcir, mais qui, aujourd'hui, les délais de publication doivent tourner autour de 10 à 12 mois, donc ça fait quand même une petite année, disons. C'est lié à l'existence de toute une procédure contradictoire qui prend du temps aussi en amont, parce qu'on ne publie ces rapports qu'une fois respecté un certain nombre d'étapes. La première d'entre elles étant un envoi au chef d'établissement lui-même, afin qu'il puisse faire des remarques sur éventuellement des erreurs matérielles. Il souhaiterait contester ou corriger, les erreurs sont possibles. Donc, c'est une façon pour lui d'éventuellement de corriger des erreurs factuelles. Alors, de proposer des corrections d'erreurs factuelles, évidemment. Il peut y avoir des fois où, effectivement, il y a eu une erreur et dans ces cas-là, le rapport sera corrigé sur ce point précis. S'il y a un désaccord, c'est-à-dire que si les contrôleurs disent nous maintenons le constat qui a été fait qui était le suivant, à ce moment-là, l'observation du directeur sera intégrée, mais le constat sera évidemment maintenu. Ça peut être aussi l'occasion parfois pour les chefs d'établissement d'indiquer qu'ils ont déjà mis en œuvre un certain nombre de préconisations qui étaient ressorties de la visite, parce que à la fin de chaque visite, il y a une nouvelle réunion qui est faite avec le chef d'établissement et où il peut déjà y avoir une série d'échanges sur les premiers constats qui ont été faits, et éventuellement ça permet au chef d'établissement déjà d'envisager, s'il le souhaite, s'il reconnaît la réalité de ces constats, d'engager un certain nombre de modifications des pratiques, par exemple. Donc, s'il souhaite dire à ce stade-là qu'il a déjà engagé quelques modifications, là aussi, ça apparaîtra tel quel dans le rapport de visite. Et ensuite, ce rapport donc, de visite définitif est adressé au ministre compétent, donc sur un établissement pénitentiaire, évidemment, le garde des Sceaux et le ministre de la Santé également, puisque la santé, les unités sanitaires, comme vous le savez, dépendent des centres hospitaliers de rattachement et pas de l'administration pénitentiaire, donc pas non plus du garde des Sceaux. Donc, les rapports leur sont adressés pour observation et on attend leurs observations. On leur laisse, de mémoire, un délai de 2 mois pour répondre. Et quand on publie le rapport de visite, la réponse des ministres est également publiée à la suite du rapport de visite. Ça vous permet d'avoir l'intégralité de ces informations. Donc ça, c'est le quotidien des visites. Il y a une hypothèse qui a été amplement mentionnée par Nicolas dans son propos, qui est l'hypothèse de ce qu'on appelle les recommandations en urgence. Alors, les recommandations en urgence, c'est l'application de l'article 9 de la loi de 2007 qui a créé le CGLPL
et qui rend possible, en cas d'atteinte de violation grave aux droits fondamentaux constatés lors d'une visite, de court-circuiter en fait l'ensemble de cette procédure, de saisir directement le ministre des constats d'atteinte grave aux droits que l'on a constatés, lui laisser malgré tout un délai de réponse, mais qui va être là pour le coup en général assez bref. On essaye quand même de lui laisser 3-4 semaines parce qu'en pratique, en dessous, on a du mal à obtenir la réponse du ministre, mais ça a pu descendre à 15 jours dans certains cas. Et ensuite de publier directement. L'article 9 nous laisse la liberté de le faire ou pas, mais jusqu'à présent, systématiquement, publier sous forme au journal officiel ces recommandations en urgence qui correspondent donc à des constats de violation particulièrement graves relevés par le CGLPL lors de sa visite. Alors, on en a les dernières sur les établissements pénitentiaires, c'est Bordeaux-Gradignan. On a fait des recommandations en urgence sur Toulouse-Cesse avant, dans l'ordre infrachronologique, Toulouse, Bédenac, Nouméa, Rémire-Montjoly en Guyane, Fresnes, évidemment, le quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglones, les Baumettes en 2012, Nouméa, qui a eu ce privilège-là d'avoir eu 2 fois des recommandations en urgence du CGLPL, et Magicavo également à Mayotte. Alors, l'avantage évidemment de ces recommandations, c'est que du coup, pour les avocats, elles sont en réalité assez actuelles, parce que alors qu'un rapport de visite va mettre plusieurs mois à être publié, les recommandations en urgence, par hypothèse, elles sont publiées dans un délai qui va tourner autour d'un mois. Donc, les constats sont très actuels. Je voulais quand même attirer l'attention de tout le monde sur l'importance de ne pas prêter le flanc à cette idée-là que s'il n'y a pas eu de recommandation en urgence, il n'y a eu aucune atteinte ou aucune atteinte grave relevée par le CGLPL lors de la visite. Il y a des rapports de visite qui ne donnent pas lieu à des recommandations en urgence, notamment quand les difficultés sont extrêmement structurelles. Ça ne va pas forcément donner lieu à des recommandations en urgence. Néanmoins, il peut y avoir des rapports extrêmement sévères. Et je pense qu'il faut faire attention à ne pas donner cette impression-là, si possible, aux magistrats, que seules les recommandations en urgence caractérisent la réalité d'atteintes particulièrement graves. Il peut y avoir des rapports sévères et qui ne donnent pas lieu à recommandations en urgence. Et enfin, un dernier tout petit mot sur le fait que pour pallier un peu la difficulté qu'on a vu venir et qui est souvent rapportée par les avocats, qui est cette difficulté liée au délai entre la réalisation des constats du CGLPL et ensuite la publication des rapports de visite. Alors, un délai qui est réel, et on peut encore un peu le diminuer, mais il restera quelques mois incompressible, ça c'est sûr, qu'il faut un tout petit peu relativiser quand même, parce qu'en réalité, il me semble que les constats qu'on fait à un instant T, malheureusement parfois, sont quand même assez régulièrement des constats qu'on peut faire lors des visites suivantes. Et les établissements pénitentiaires, outre le fait que les murs ne s'élargissent pas, ne grandissent pas et que les cellules notamment ne prennent pas de l'ampleur au fil des ans toutes seules, l'actualité des constats du CGLPL reste assez pérenne dans le temps. Mais pour essayer de développer un nouvel outil public qui pourra faire l'objet d'une publication plus rapide, on met en place actuellement ce qu'on appelle en interne les fiches prison, le terme certainement va varier. L'idée, c'est de se déplacer à moins longtemps et avec moins de contrôleurs dans les établissements pénitentiaires, et notamment ceux susceptibles d'être frappés de surpopulation, c'est-à-dire notamment toutes les maisons d'arrêt, quartiers maisons d'arrêt, avec une liste extrêmement précise d'indicateurs à renseigner, qui, pour la plupart, renvoient aux critères de jurisprudence sur l'indignité des conditions de détention. C'est-à-dire qu'il va y avoir des éléments, évidemment, sur l'espace individuel en cellule, le mobilier, la salubrité d'hygiène, la liberté de circulation et les activités hors cellule, donc les temps d'activité hors cellule, sous réserve des éléments qu'on arrivera à recueillir, parce que ça fait partie de ces indicateurs-là dont l'administration pénitentiaire elle-même ne dispose pas vraiment. Elle peut nous dire qui et à quelle activité et combien de temps est lié, mais elle ne peut pas faire le cheminement inverse et nous dire combien de temps les détenus passent en cellule. La protection de l'intégrité physique et psychique, le respect de l'intimité, l'accès aux soins, le maintien des liens avec l'extérieur et l'aide à la réinsertion, les conditions de mise à l'écart, que ce soit au quartier disciplinaire ou au quartier d'isolement, et enfin la connaissance des conditions de détention par les autorités et les recours pour conditions de détention indignes. Donc,
en principe, la formalisation de l'ensemble de ces critères devrait nous permettre de faire plus de constats, de rapporter des indicateurs, ce sera probablement moins analytique, moins complet, évidemment aussi. Donc, ce n'est pas une façon de remplacer les rapports de visite. Il continuera à y avoir des visites classiques qui feront les mêmes rapports, mais il y aura également, et on le souhaite publier plus rapidement, ces fiches synthétiques de présentation des établissements pénitentiaires dont les avocats pourront évidemment se servir et les magistrats aussi, puisque je dirais quand même que là, l'avantage de l'ensemble de vos clients, c'est qu'ils vous ont, vous, pour vous défendre. Il y a beaucoup de personnes détenues, il y a un certain nombre, en tout cas, de personnes détenues qui tentent par leurs propres moyens de faire ce recours en conditions de détention indigne et on espère que les magistrats se saisiront également eux-mêmes de ces instruments-là pour pouvoir apprécier, contextualiser les témoignages qui leur parviennent de la part de personnes détenues qui exercent seules leur recours. Merci beaucoup. Je propose qu'on passe la parole à Fabien. Juste deux choses sur les recommandations. En urgence, il y a quelque chose qu'on utilise beaucoup, nous, c'est que habituellement, avec les recommandations d'urgence, il y a des photos qu'on ne retrouve pas dans les rapports de visite, mais ça, c'est toujours très parlant, les photos. Donc, il faut savoir que quand les établissements ont été ciblés par des recommandations d'urgence, il y a aussi des photos que vous avez prises lors de la visite et qui sont publiques. Et la deuxième chose, que les gens ne savent pas forcément non plus, c'est que les recommandations d'urgence ne remplacent pas le rapport de visite. Et donc, quelques mois après la publication des recommandations d'urgence, il y a un rapport de visite qui, lui, est plus complet. Et parfois, il peut y avoir intérêt quand on cible on veut engager un recours sur un établissement qui a été ciblé par des recommandations d'urgence il y a quelques mois, de vérifier si le rapport de visite n'est pas sorti parce qu'il y a des informations complémentaires qui peuvent... Pardon, pour préciser aussi, justement, quand il y a eu des recommandations en urgence, pour le coup, la rédaction du rapport de visite est faite le plus rapidement possible et quitte à ce qu'on les publie ensuite, après avoir laissé un délai de réponse aux ministres, mais même sans les réponses, les ministres, ils n'ont pas eu le temps de nous les faire parvenir, on essaie de publier prioritairement les rapports qui ont eu des recommandations en urgence. Ok, merci. Fabien, c'est à toi et la visite des bâtonniers. Bonsoir à toutes et à tous. Je tiens déjà à remercier le CNB et l'OIP pour leur invitation. Nicolas m'a demandé de vous dire deux mots sur le droit de visite du bâtonnier, puisque le bâtonnier n'est plus celui qui mange des petits fours et qui recouvre les cotisations ordinales. Il est, par l'article 18 de la loi du 22 décembre 2021, qui est devenu l'article 719 du Code de procédure pénale, celui qui peut, et j'ai envie de dire qui doit, visiter les lieux de privation de liberté. De sorte que, dans la continuité de ce qui vient d'être dit, son rapport, d'une certaine manière, devient, il me semble, un élément de preuve de l'indignité des conditions de détention. Alors, deux mots sur le bâtonnier, puis je vais venir à l'article 719 du Code de procédure pénale. Le bâtonnier, il est bien évidemment le garant de la protection des avocats comme défenseurs, mais il est aussi le protecteur des libertés. Et c'est en cela, me semble-t-il, qu'il va falloir avoir à l'esprit pour appliquer, en tous les cas, à bon escient, cet article 719 du Code de procédure pénale. Alors, que nous dit l'article 719 du Code de procédure pénale? Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leurs délégués, spécialement désignés au sein du Conseil de l'ordre, sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les locaux des retenues douanières définis à l'article 323-1 du Code des douanes, les lieux de rétention administrative, les zones d'attente, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés mentionnés à l'article L113-7 du Code de la justice pénale des mineurs. Alors, première remarque, je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure sur Nicolas. Il n'y a aucune précision dans cet article sur les demandes qui peuvent être faites par le bâtonnier, éventuellement de communication avant cette visite de documents. Rien n'est prévu et j'ai envie de dire que tout est à faire. Et c'est vrai que les remarques qui ont été faites par Nicolas me donnent envie, et je vais y venir, de retourner rapidement au sein du centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine parce que il est bien évident qu'il va falloir, avant chaque visite, et je vais y venir, solliciter, me semble-t-il, un certain nombre de documents qui ont été évoqués tout à l'heure. Alors, des précisions, dès lors que vous envisagez, et il va falloir le faire, ces visites via vos bâtonniers.
Premièrement, de qui parlons-nous? Alors, il s'agit tout d'abord du bâtonnier en exercice ou ses délégués spécialement désignés au sein du Conseil de l'ordre. Ça signifie qu'en réalité, c'est une compétence qui appartient personnellement au bâtonnier et pas au Conseil de l'ordre. Donc, c'est une décision que prend le bâtonnier et il désigne en réalité au sein de son Conseil de l'ordre, donc pas de possibilité de désigner d'anciens membres du Conseil de l'ordre, il désigne ses délégués au sein de ce Conseil de l'ordre. Il peut en désigner un, comme il peut en désigner 10, comme il peut en désigner 20. Rien n'est prévu. Encore une fois, c'est ce qui est juste très intéressant. Tout est à faire. L'idée, bien évidemment, c'était de formaliser tout cela. C'est ce qu'on a fait sur le barreau des Hauts-de-Seine par une décision qui est prise par le bâtonnier et qui vous permet de vous présenter, j'ai envie de dire, le matin à 8h30 à la maison d'arrêt du ressort de votre tribunal judiciaire avec en main cette décision munie de votre carte professionnelle et d'un justificatif d'identité, de sorte qu'on ne pourra pas, me semble-t-il, vous opposer la moindre difficulté. Alors là, pour être tout à fait pratico-pratique sur la maison d'arrêt des Hauts-de-Seine, je viendrai tout à l'heure sur le process qu'on a mis en place. Pour la petite anecdote, la veille, je me suis fendu, alors c'est pas une visite inopinée, mais c'est quasiment une visite inopinée. À 18h, je me suis fendu d'un petit mail à la direction de la maison d'arrêt des Hauts-de-Seine qui m'a répondu dans le quart d'heure que l'article 719 du Code de procédure pénale qu'elle avait sous les yeux ne permettait pas la visite des bâtonniers ou de ses délégués, mais simplement des parlementaires. Autant dire qu'il ne me semble pas que l'administration pénitentiaire, en tous les cas certains établissements, soient encore avisés de cette possibilité. Donc allons-y. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'y reviendrai tout à l'heure. Je vous dis, la compétence du bâtonnier, donc il y a une compétence territoriale qui est visée d'une certaine manière, c'est la compétence du bâtonnier qui se rattache à celle de son barreau. Donc le bâtonnier du barreau des Hauts-de-Seine ou ses délégués ne peuvent a priori visiter que des lieux de privation de liberté dans le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre, centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine, centre éducatif fermé et tous les établissements qui sont visés. Mais j'ai envie de dire, il va falloir tenter, puisque tout est à faire. Pourquoi est-ce que le bâtonnier des Hauts-de-Seine ne pourrait pas répondre à l'invitation du bâtonnier de Versailles pour se rendre de manière confraternelle avec lui un beau matin au sein de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, par exemple? Je serais surpris que le directeur de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy soit au fait de ce texte et oppose une fin de non-recevoir à la visite du bâtonnier des Hauts-de-Seine. Ça serait un peu cavalier, me semble-t-il. Donc une compétence entre guillemets donc qui se rattache à celle de son barreau. Ensuite les lieux, alors ils sont visés de manière limitative. Donc là la loi pénale elle est d'interprétation stricte. Hein. Les locaux de garde à vue, donc tous les commissariats bien évidemment. Alors on a au sein du barreau des Hauts-de-Seine déjà visité le commissariat de police de Colombes. Muni d'un appareil photo, le commissaire nous a permis de prendre un certain nombre de photos, j'y reviendrai tout à l'heure, les locaux de retenue douanière, les lieux de rétention administrative, les zones d'attente, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés. La troisième question qui se pose, c'est de savoir quelle est la nature de ce contrôle, puisque rien n'est précisé, encore une fois, dans ce texte. Là, sans aucune interprétation, le pouvoir du bâtonnier, c'est de contrôler les conditions dans lesquelles se déroulent de manière effective les privations de liberté dans les lieux que je viens de viser. Et puis, c'est un contrôle donc, qui est extrêmement large et qui peut s'exercer à tout moment. C'est le texte qui le prévoit. Donc, il n'y a pas de limitation dans le temps, il n'y a pas de limitation dans la durée. Il faut le dire, nous, on envisage une seconde visite. Je ne vais pas vous donner la date puisqu'elle sera inopinée, mais à Nanterre, parce que bien évidemment, vous comprenez bien qu'en une matinée, en une après-midi, on ne peut pas tout visiter. Et puis, de manière pratique, la direction a toujours une tendance à vous amener vers des lieux qui ne sont pas très intéressants pour nous. Je ne sais pas, un module très intéressant, respecto, ce genre de choses. Forcément, on essaie de vous montrer ce qui va bien. Et nous, bien évidemment, on veut aller sur ce qui va assez mal. Dans le process, je vais y venir tout de suite, il y a quand même une distinction lorsqu'on compare ce droit de visite du bâtonnier avec celui du parlementaire, c'est que le bâtonnier ne peut pas venir avec un journaliste. Ça, c'est spécifiquement prévu. Il ne peut pas être accompagné d'un journaliste, il ne peut pas être accompagné d'une tierce personne, il doit être accompagné uniquement d'un délégué qui est membre du Conseil de l'ordre. Voilà. Ça, c'est pour effectivement les différentes conditions textuelles. Alors, il n'y en a pas énormément en réalité, et il me semble qu'il va falloir
étendre, en tous les cas dans la pratique, et tenter un certain nombre de choses. Alors, l'accès aux documents, je l'évoque. Ce que l'on a fait, nous, de manière très pratique, c'est qu'on a mis en place un process qui est le suivant. L'idée, me semble-t-il, c'est important, bien évidemment, de se déplacer et de ne pas prévenir. Moi, c'est en tous les cas comme ça que je vois les choses, 4 jours avant, un peu à la dernière minute, c'est ce que je préfère, mais toujours dans le respect du contradictoire. Donc, ce que l'on a privilégié, c'est d'une part d'adresser un courrier au procureur général, au premier président, au procureur de la République, au président du tribunal judiciaire, pour leur indiquer que le bâtonnier du barreau des Hauts-de-Seine entendait exercer ce droit que lui confère le législateur. Deuxièmement, le bâtonnier, personnellement, désigne des délégués et il le fait, et il va le faire chaque année de manière assez large pour, ici ou là, combler l'impossibilité de l'un ou de l'autre. Ensuite, on a, nous, de notre côté, établi un formulaire, mais qui est bien évidemment inspiré du formulaire de l'OIP pour remplir un certain nombre de cases et pour être tout à fait pragmatique lorsqu'on se présente. Et puis enfin, il y a l'action post-visite, où là, dans le respect du contradictoire, parce qu'on est avocat et on est attaché à ce principe du contradictoire, on communique ce rapport à l'administration pénitentiaire, à la direction régionale de l'administration pénitentiaire, pour leur demander leurs observations qui seront annexées à ce rapport. On le communique bien évidemment au contrôleur général des lieux de privation de liberté. Pour la petite histoire, nous n'avons pas encore à ce jour reçu les observations de l'administration pénitentiaire et je crois que nous ne les recevrons jamais. Et puis dans notre process, la dernière étape qu'on a appelée étape ultime, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce rapport concrètement? On n'a pas envie de l'encadrer au sein de notre ordre. On envisage bien évidemment, sans doute, des recours à l'appui de ce rapport parce qu'encore une fois, il s'agit d'un élément de preuve. Alors, ce rapport de visite, comment est-ce qu'il a été conçu? Il a été conçu grâce au contrôleur général des lieux de privation de liberté parce que lorsque on a phosphoré sur la rédaction de ce rapport, on se déplace à la maison d'arrêt. Alors, préparer sa visite, c'est quoi? Préparer sa visite, c'est déjà demander lors des commissions pénales des différents barreaux, avez-vous, aux confrères, connaissance dans vos réseaux d'intervenants éventuellement au sein de la maison d'arrêt qui puissent, ici ou là, vous aiguiller en disant vous allez visiter la cellule C329, vous allez vous rendre à tel endroit. Donc, il faut cibler, c'est-à-dire qu'on n'y va pas au doigt mouillé en disant je vais me rendre dans tel quartier. Non, on cible les cellules, on contacte ces intervenants et c'est ce que l'on a fait bien évidemment. Alors, on rend un rapport qui, sur chaque, et c'est comme ça que je l'ai voulu, constatation, est toujours contrebalancé avec le dernier rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Je donne un exemple, occupation de l'établissement, pour 592 places théoriques, le taux d'occupation était le 31 mai 2022 de 864 personnes écrouées, 504 prévenus, 360 condamnés. Pour rappel, le rapport de la deuxième visite de la maison d'arrêt de Nanterre effectuée par le contrôleur général des lieux de privation de liberté du 5 au 15 septembre 2016 faisait état d'une occupation réelle de 1035 personnes pour un taux d'occupation de 175%. Aujourd'hui, on était à un taux d'occupation donc de 145%. Vous voyez que ça progresse. Mais on avance et donc on se déplace dans l'ensemble des bâtiments avec, encore une fois, des cellules qui sont ciblées. Et puis, bien évidemment, la présence et la visite des cours de promenade. Nous avons pu constater des excréments de rats à plusieurs reprises. Il nous a alors été indiqué qu'il n'y avait pas de punaises de lit, tout va bien, mais une prolifération par vague de cafards et de rats. Recommandations non respectées. Le nettoyage des locaux, et on cite le contrôleur général des lieux de privation de liberté, était une injonction formulée par le CGLPL à l'issue de sa visite du 5 septembre 2016. En effet, la recommandation numéro 23 du rapport produit à la suite de cette visite était la suivante. Le nettoyage des locaux doit faire l'objet d'une attention plus soutenue et la société en charge de cet entretien rappelée à l'ordre en cas de défaillance. Rapport, plus de 5 ans plus tard, aucune amélioration n'est constatée sur ce point. Donc, je crois que de manière tout à fait didactique, c'est exactement comme ça qu'il faut procéder. Le dernier rapport,
Et tout cela s'applique à la fois sur l'ensemble des bâtiments, sur la question qu'on s'est posée également, c'est la présence ou pas au sein de cet établissement de cellules accessibles aux détenus à mobilité réduite. Et on s'est aperçu que le contrôleur général de la privation de liberté était venu nous dire que ce n'était pas du tout le cas en 2016 et pas plus 5 ans plus tard. Et on décline l'ensemble de ces observations avec toujours cette recommandation. Alors, c'est important dans l'hypothèse d'un autre contentieux, d'un contentieux qui peut intervenir, parce que sur la charge de la preuve, très clairement de ce point de vue, on produit un certain nombre d'éléments qui sont incontestables. Alors, je ne vais pas être beaucoup plus long. Ce qui me semble important dans vos visites, c'est déjà, bien évidemment, de border cette procédure par ce document qui n'est pas visé dans l'article 719 du Code de procédure pénale, mais par un document qui est rédigé par le bâtonnier lui-même et qui donne délégation à tel membre du Conseil de l'ordre pour se présenter au sein de la maison d'arrêt du ressort du tribunal judiciaire. Deuxièmement, c'est d'établir ce process qu'on communiquera bien évidemment, et d'ailleurs qui a été diffusé à l'ensemble de nombreux bâtonniers, et puis de préparer ces visites. Et il faut que ces visites se répètent en ciblant effectivement des lieux bien précis, des quartiers bien précis, et en ayant au préalable le contact d'un certain nombre d'intervenants. Je crois que c'est une vraie opportunité qu'ont les bâtonniers. Ils doivent s'en saisir. Je lisais que la doctrine parlait du bâtonnier comme désormais, et je trouve ça très juste, le garant local de l'effectivité des garanties individuelles des lieux de privation de liberté. J'ai envie de vous dire très clairement aujourd'hui, sollicitez vos bâtonniers, ils n'attendent que ça. Alors, Nicolas, si tu permets, je vais juste dire quelques mots. Alors, Laurence Roch a malheureusement dû nous quitter, donc je vais la substituer pour la fin de cette formation. Je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit pour indiquer qu'il y a pour l'instant à l'étude encore un projet de guide à l'attention des bâtonniers pour justement rassembler toutes les informations qui viennent en grande partie d'être énoncées par Fabien, qui est disponible pour l'instant encore à l'état de projet sur le site du CNB. Il devrait être définitif prochainement puisqu'on attendait les premiers retours des visites des bâtonniers pour l'alimenter. Je voulais aussi dire que se posait une question dans le cadre de cette visite, c'était est-ce que le bâtonnier peut se présenter avec des membres des MCO ou MCO qu'il a spécifiquement désignés, ou est-ce qu'il doit venir seul dans cette visite? Le texte est un peu ambigu là-dessus, puisqu'il dit c'est le bâtonnier ou les MCO. Il y a eu apparemment quelques bâtonniers qui ont eu quelques difficultés à venir avec leur équipe, mais en réalité, il y a une circulaire que nous avons obtenue d'ailleurs de la direction de l'administration pénitentiaire qui assimile le régime des avocats au régime des élus parlementaires. Et les parlementaires viennent avec leurs équipes, avec leurs attachés parlementaires. Donc, il faut se fonder sur cette circulaire pour en réalité imposer de venir, bien évidemment, à plusieurs, parce qu'avec deux yeux, on voit évidemment pas tout. Alors, dernier point sur ce droit de visite, quid du rapport, que faire du rapport? Il faut évidemment le publier et nous réfléchissons au CNB, nous sommes en train de mettre ça en place, à pouvoir centraliser les rapports des bâtonniers de France pour pouvoir les mettre en ligne et que tous les confrères puissent s'en emparer dans le cadre de leur recours individuel. Et puis enfin, dernier point, Nicolas, tu évoquais tout à l'heure le questionnaire de l'OIP à l'attention des confrères qu'ils soumettraient à leurs clients détenus et qui est extrêmement bien fait. Ce questionnaire est également en ligne sur le site du CNB et je vous invite à vous y reporter dans le cadre de vos recours. Voilà les quelques éléments que je voulais apporter. Alors, je regarde s'il y a des questions. Pour l'instant, je n'en vois pas. En tout cas, celles qui avaient été posées ont déjà été traitées. Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter? Non. Bon, bah alors, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout malgré les petits problèmes techniques. Et puis, donc, je vous donne rendez-vous pour les prochaines formations qui interviendront dans les prochaines semaines. Bonne soirée à tous.